en un réquisitoire contre la presse audiovisuelle, des partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile. Qualifiés de récalcitrants et irresponsables, ils sont accusés de critiquer le gouvernement à longueur de journée, de ternir l'image du Cameroun, de saper les efforts des pouvoirs publics et d'essayer de déstabiliser les institutions. Ces propos sont du ministre de l'administration territoriale. Dans un ton martial, il a sommé les médias et certains hommes politiques d'arrêter d'inciter le peuple à l'insurrection. Ce membre du gouvernement a brandi la rigueur de la loi pour les menacer d'éventuelles sanctions. Au regard de cette attitude, la presse et l'opposition sont-elles dans le viseur du gouvernement? La construction de la démocratie peut-elle se faire sans l'indépendance des médias et le respect de la liberté d'expression? Malgré ces menaces qui planent sur la liberté de la presse au Cameroun, des journaux fidèles à leur ligne éditoriale ont décrypté l'actualité nationale du Cameroun. Pour le journal Essentiel, c'est le scandale routier de l'année, un bouchon incroyable qui paralyse le trafic sur 10 km à l'entrée est de Douala. Selon ce journal, il faut 4 heures pour parcourir dans les deux sens le tronçon Yassa-Elf, ancien aéroport, en cause des travaux entrepris pour élargir la route. Le quotidien Le Jour estime que ces embouteillages indescriptibles sont inacceptables dans une capitale économique plaque tournante de la sous-région Afrique centrale. Si la restriction de la circulation des camions évoquée dans les colonnes de Cameroun Tribune n'a rien changé, la presse également s'appesantit sur des critiques, notamment les travaux engagés simultanément sur les principales voies d'entrée dans la ville de Douala. La Nouvelle Expression dénonce l'amateurisme des entreprises chargées des travaux et la mise en scène de l'ingénieur de l'État qui, afin de connaître les compétences techniques limitées du prestataire chinois, comment expliquer cette gestion des travaux d'aménagement routier dans la ville de Douala? Quelles en sont les conséquences socio-économiques alors que le gouvernement veut voir plus clair sur la viabilité des entreprises publiques? Une pétition a été lancée pour attirer son attention sur l'abandon du riz camerounais dans les entrepôts pour privilégier l'importation de près de 700 000 tonnes de riz pour une valeur de 150 milliards de francs CFA dans un contexte où la balance commerciale est déficitaire. Pourquoi les filières agroalimentaires locales peinent à être viabilisées pour promouvoir la consommation des produits alimentaires locaux? Cette question se pose avec acuité dans un pays où les chiffres de la pauvreté sont alarmants. Selon le journal L'Œil du Sahel, une étude réalisée entre 2001 et 2014 révèle que le niveau de pauvreté a augmenté à l'extrême nord, au nord et dans la région du nord-ouest. Les deux régions septentrionales concentrent près de 60% des pauvres et la multiplication des défis sécuritaires et crises sociopolitiques n'ont pas amélioré la situation. Des Camerounais résidant dans les 10 régions du Cameroun ressentent-ils les effets d'une croissance économique vigoureuse et inclusive, telle que promis il y a 10 ans? Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Robert Moutet-Ambassa. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et Barka de Salah. Je précise que vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Jean-Robert Wafro. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les téléspectateurs de Droit de réponse. Vous êtes ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information et également maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Également présent sur ce plateau avec nous, Dr Ariel Nitedem. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les panélistes et aux téléspectateurs de Equinox TV. Je souhaiterais dire bonjour aux membres de la diaspora. Je profite pour regretter que la politique qui est très prégnante au plan national s'est exportée là-bas dans la diaspora, dans une partie de la diaspora, et cela est en train de miner leurs efforts de participation au développement du Cameroun. Vous êtes universitaire, spécialiste en finances publiques, enseignant à l'université de Yaoundé 2 et consultant pour des firmes et des gouvernements sur le continent africain. C'est ça. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Georges Meka Abesolo.
Georges, bonjour. Bonjour monsieur Cédric Noufélé, bonjour. Et Oui. bonne fête de la Tabaski à tous mes frères et sœurs et belle famille musulmane. Vous êtes ingénieur agronome avec une spécialité en finance, en économie et en management. Vous êtes directeur Afrique et développement d'une banque américaine d'investissement agricole pour le continent africain. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, éditorialiste et consultant sur le plateau de Droit de Réponse, Edmond Kamdia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Je souhaite une bonne fête du sacrifice à toute la communauté musulmane du Cameroun, d'Afrique et du monde entier. Bien sûr, je renouvelle mes amitiés aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Je reste avec vous, Edmond, pour évoquer ce premier arrêt de l'actualité sur Droit de Réponse, cette sortie du ministre de l'administration territoriale lors d'une réunion de sécurité où il a tensé à la fois des médias basés à Douala, des hommes politiques de l'opposition, des acteurs de la société civile qui, selon lui, incitent les Camerounais à la révolte à travers les critiques contre le gouvernement et le fait qu'ils sont en train de saper les efforts des pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Comment appréciez-vous une telle sortie du ministre de l'administration territoriale? La sortie du ministre de l'administration territoriale me gêne beaucoup. J'aurais aimé ne pas m'appesantir sur ce sujet. Parce qu'il faut le dire, au moins pour deux raisons. En parler pose un gros problème à l'image du Cameroun. D'abord parce que ce que le ministre de l'administration territoriale a dit ramène le Cameroun 60 ans en arrière, d'une part, et d'autre part, c'est une contradiction profonde aux propos, aux déclarations du chef de l'État, Paul Biya. Sur le premier point, ça nous ramène 60 ans en arrière parce que quand il critique les médias, les journalistes, qui donnent la parole aux partis politiques, qui donnent la parole aux représentants de la société civile, dans une société qu'on dit démocratique, et que, par après, il prétend que ces mêmes médias ont tendance à vilipender le régime, à ne voir que le mauvais côté du gouvernement, à ne jamais dire ce qui est bien. Pendant ce temps, il dit que ceux-là même, que sur les plateaux, il y a davantage ceux qui critiquent que ceux qui disent du bien du gouvernement. Ce que j'aimerais dire au ministre de l'administration territoriale, c'est que ce n'est pas dans tous les médias qu'on peut faire cette observation ou ce constat. Parce que pour ce qui concerne Equinox Télévision, nous faisons en sorte que les débats soient toujours équilibrés, que toutes les sensibilités politiques soient représentées, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce plateau. Il y a un représentant du RDPC, il y a un représentant du SDF, il y a la société civile, il y a des experts et universitaires. C'est ce que nous faisons régulièrement sur le plateau. Et leur point de vue compte, des différentes sensibilités, des représentants des partis politiques et des ONG. Ça, c'est d'un. De deux, sur le premier point que j'ai effectivement abordé, quand je dis que ça nous ramène 60 ans en arrière, c'est parce que on a beaucoup avancé depuis 59. Pourquoi je parle de 59? Parce que le ministre de l'administration territoriale nous ramène au plein pouvoir qui ont été adoptés en faveur de l'ancien président Amadou Ahidjo, malgré le réquisitoire du prince Daniel Kemajou, qui disait il ne faut pas accorder les pleins pouvoirs à Amadou Ahidjo. Et nous avons vécu au Cameroun de 59 jusqu'à 1990 dans un régime de musellement de la presse, dans un régime qui a donné lieu à la législation de la peur et à la législation de l'état d'exception. Et c'est seulement en 1990, à la faveur de la cession des libertés, qu'on a senti à un moment donné la volonté du chef de l'État d'écouter le peuple camerounais qui voulait s'exprimer librement. Et ça me permet de rappeler ici le second point concernant le chef de l'État lui-même, qui, après son accession à la magistrature suprême, a dit clairement, officiellement, en Mondovision, les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis pour exprimer leurs idées et leurs opinions. C'est vous dire que la sortie du ministre de l'administration territoriale est non seulement inopportune, pas appropriée, mais elle contredit les messages du chef de l'État qui a souhaité la liberté, qui a souhaité la démocratie au Cameroun. Rappelez-vous, en juin 90, il appelait ses camarades du RDPC, préparez-vous à affronter une éventuelle concurrence.
Et cette concurrence a eu lieu effectivement avec les premières élections pluralistes. En 1992, avec les législatives, et ensuite les élections présidentielles en 92 au mois d'octobre. Une élection qui a été très controversée, mais qui aujourd'hui demeure peut-être l'élection où l'administration a permis aux Camerounais de mieux s'exprimer qu'aujourd'hui. C'est dit pour chuter, M. Noufele, que la nouvelle expression, le groupe Equinox et la nouvelle expression, nous donnons la pensée, l'expression libre aux représentants des partis politiques représentés sur le plateau. Nous donnons la parole aux experts et universitaires et jamais nous ne faisons en sorte qu'il y ait la pensée unique. À votre suite, Robert Moté-Ambassa, sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale lors d'une réunion de sécurité à Douala qui met dans son viseur des partis politiques, acteurs de la société civile et des médias qui, selon lui, sont en train de ternir l'image du Cameroun, de dénigrer les actions posées par le gouvernement. Comment vous appréciez une telle sortie? Merci Cédric. Bon, disons que je n'ai pas suivi le ministre quand il a parlé, mais j'ai lu des documents qui ont fait état de cette sortie. Et je pense que le ministre de l'administration territoriale, comme tous les ministres de l'Intérieur dans le monde, il est dans son rôle en fait. Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur, généralement, c'est des gens qui sont parfois agressifs, fermes et puis menaçants. Moi, je me souviens quand le président Sarkozy était ministre de l'Intérieur en France, tous ses collègues avaient peur de lui, mais il menaçait tout le monde. Parce quoi alors on n'en parle pas? Donc c'est pour dire que les ministres de l'Intérieur sont un peu comme des policiers. C'est des gens qui ont une façon de faire pour que l'ordre établi soit maintenu. Mais ils utilisent tous les moyens possibles. Bon, maintenant, si je reviens sur notre ministre de l'administration territoriale, à Tanganji, il a déjà ça, qu'il est ministre de l'Intérieur, mais en même temps, il a un style particulier de communication. Il a un style de communication qui est quand même assez agressif et puis se référer toujours à la loi. Mais, sur le fond, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont approché ou qui l'approchent comme moi, c'est un autre homme en fait, entre celui qu'on voit dans les médias des déclarations fortes et celui que vous vivez au quotidien. Il est agréable à vivre, il est compréhensif et quand même vous lui posez un problème sensé, qui a du bon sens et tout, il réagit instantanément, il ne traîne pas. Vous savez, il a grandi à Douala, il a fait ses activités à Douala, il connaît bien la mentalité de Douala. Je crois qu'il intègre tout ça dans son comportement parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais il n'a pas une emprise directe sur les médias. Parce que les médias, la hiérarchie des médias se mise la communication. Lui, ministre de l'administration territoriale, a ses objectifs, ses missions essentielles, l'organisation de l'administration du territoire, c'est la protection civile, c'est l'interface entre les CAM et les autres, c'est les libertés individuelles et collectives, mais c'est le ministre de la communication qui est en charge des médias. Et c'est lui qui est garant de l'image de marque du Cameroun à travers les médias. Mais le MNAT, lui, a une mise indirecte sur les médias. Parce que beaucoup pensent qu'il n'a rien à faire sur les médias. Ce n'est pas vrai. Il est le patron du gouverneur, du préfet, du sous-préfet. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet sont les représentants du chef de l'État. Ils sont les représentants du Premier ministre. Ils sont les représentants de chaque ministre. Donc, le préfet du Vouri, le sous-préfet de Douala 1, 2, 3, 4, 5, 6, le gouverneur littoral représente le ministre de la Communication. Donc, ils peuvent interférer dans ce domaine à travers cela. Vous comprenez? Mais il ne peut pas prendre des décisions sans l'aval, sans l'accord du ministre de la Communication qui est en charge. Donc c'est pour dire que quoi? Moi j'ai le sentiment que vous savez, pour gérer un problème, vous pouvez être violent, comme vous pouvez être souple. Bon, peut-être le ministre a choisi d'être violent, mais il faut pas, je ne pense pas qu'on doit pouvoir avoir peur de cette violence. C'est un peu comme on dit souvent en langage du quartier, le hop-aïe. Vous comprenez? C'est un peu ça, parce qu'en fait, il n'est pas méchant. Et quel est l'intérêt d'une telle démarche? Disons que chacun, monsieur Cédric, vous avez un environnement dans lequel vous avez vécu, vous avez fait vos études, vous avez un certain niveau, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la fonction. Vous savez, un problème, vous avez un collaborateur, vous avez un dossier, il a mal travaillé. Et vous voyez qu'il a mal travaillé, vous avez deux façons de gérer. Vous lui dites, monsieur, vous avez mal travaillé, allez vous foutre le corps, allez me reprendre ça, vous lui rejetez le document sur le corps, ou vous l'appelez, vous lui dites, bon, ben, j'ai regardé ça. Mais quand j'ai fait les calculs, je ne trouve pas la même réponse que vous. Est-ce que vous pouvez le voir? Vous voyez, le même problème est géré autrement. Donc, c'est un problème d'homme et de style communicationnel. Donc, moi, je pense que le fond de ce que le ministre veut dire, c'est quoi? C'est que
nous sommes dans un contexte particulier de crise. Il souhaite que les médias essayent d'arrondir les angles sur l'image de Marc de Cameroun. Et là, si moi j'étais son conseiller, je leur dis que, Excellence, convoquer les DG, les PDG des organismes de presse, là, des médias, discuter avec eux, et c'est eux qui vont aller gérer leur propre personnel. Et je crois qu'ils vont atteindre le même aujourd'hui plus facilement, sans qu'il y ait des éclats de voix. Donc moi je pense que, sur le fond, il joue son rôle de minate, qui est un peu comme le gendarme, mais sur la forme, bon, peut-être que il aime bien son style communicationnel qui est un peu difficile, dur, violent, et puis, mais sur le fond, c'est pas un méchant dessus. Après vous, Jean-Robert Ouafo, alors que la liberté de la presse est la pierre angulaire de l'édification des institutions qui soient justes et impartiales, il y a le ministre de l'administration territoriale qui estime que les médias critiquent le gouvernement et les hommes politiques de l'opposition qu'il qualifie de récalcitrants sont en train de ternir l'image du Cameroun et de saper les efforts effectués par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Comment vous appréciez une telle sortie? D'abord, avant d'apporter une réponse à cette préoccupation, j'aimerais d'abord préciser que le chairman s'est exprimé là-dessus, lors du dernier NEC. Et quand, n'est-ce pas, il a reçu le prix du leadership politique des 29 dernières années, en reconnaissance de sa persévérance et de son endurance pour le rayonnement de ses idées et opinions pour l'édification d'une nation démocratique forte et prospère, prix leadership remis par Afrique-Inform. Le chairman d'abord a tenu, n'est-ce pas, ça il faut le dire ici, parce que je ne peux ne pas le dire ici. Il a rendu un hommage vibrant, particulier et appuyé au PDG du groupe Equinox Télévision, Séverin Tchonke. N'est-ce pas, pour sa contribution au débat démocratique, et pour sa hauteur d'esprit, donc, n'est-ce pas, en matière de combat pour l'avènement d'une nation démocratique. Il a également, et ça il faut que je le dise ici, rendu un hommage à la nouvelle expression, puisque Edmond Kamgia, n'est-ce pas, fait partie de la nouvelle expression, il est panéliste sur ce plateau, en précisant que c'est la nouvelle expression qui a été, n'est-ce pas, le premier organe de presse à lui décerner 3 fois de suite le titre d'homme politique de l'année. Il a également remercié, donc, je veux dire, rendu un hommage à tous les médias en général qui exercent de façon patriotique et républicaine leur mission d'information des concitoyens. Moi, je vais dire une chose. Alors, quand ça vient, n'est-ce pas, du chairman, c'est clair que lui, qui était dans le chaudron, contrairement à M. Atangandji, je ne sais pas où il était en 90, bon, du moins, on ne lui reconnaît aucun rôle positif s'il était en 90. Moi, je dis, il est le mieux placé pour le dire. Ce que je vais dire, d'abord, premièrement, je ne sais pas si, après la formation de ce gouvernement, on a rayé, n'est-ce pas, le poste de ministre de la Communication. Parce que, contrairement à ce que M. Moutambas a dit, M. Atangandji n'est pas dans son rôle. Il n'est pas du tout dans son rôle. Ce n'est pas parce que les préfets, les gouverneurs sont placés, n'est-ce pas, sous sa responsabilité qu'il va estimer qu'ils sont dans ses rôles. Les préfets, les gouverneurs ne représentent pas seulement, n'est-ce pas, le ministre de l'administration intérieure, ils représentent également l'ensemble des ministres de la République. Je veux dire des ministères de la République. C'est pour ça qu'on dit souvent que le gouverneur est le président de la République dans sa région, le préfet est le président de la République dans son département, et le sous-préfet est le président de la République dans son arrondissement. Donc il n'est pas dans son rôle. Et vous avez pris l'exemple de Nicolas Sarkozy. Je ne me souviens pas un seul instant que M. Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, a eu à tenser, n'est-ce pas, les médias dans le contenu de leur publication. Pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Alors, moi j'ai comme impression que M. Atangandji est dans un trou et qu'il cherche à en sortir en s'agrippant le long des parois pour manifestement exister. Il n'est pas son premier coup en matière de couac en ce qui concerne la solidarité gouvernementale, parce que rappelez-vous que lors de la rencontre du Premier ministre avec la délégation du SDF qui était conduite par le chairman Nijan Fundi, quand le Premier ministre avait fait état de ce que
il était porteur d'un message présidentiel sur le dialogue national inclusif qui devait, n'est-ce pas, comporter pratiquement tous les sujets, sauf la séparation. Le même Atan Gandhi est allé sur une chaîne étrangère déclarer que on discutera de tout, sauf sur la forme de l'État, contredisant ainsi le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Donc il n'est pas son premier coup. Et maintenant, ce que je vais dire, de quoi a-t-il peur? Je veux bien savoir. De quoi a-t-il peur, puisque le RDPC est 71%? Parce que manifestement, il ne s'exprime pas en tant que ministre de la Communication, mais en tant que, je ne sais pas, membre du comité central du RDPC. De quoi a-t-il peur? Mais ils ont eu 71%. Le reste, je veux dire, on les a déclarés officiellement élus à 71%. Le reste, c'était 29%. De quoi a-t-il peur? Et puis, pourquoi a-t-il peur d'Equinox? Il n'a cité aucun média durant sa sortie. Mais écoutez... Mais il estime que les hommes politiques de l'opposition il a peur, un peu trop dans la finir. critique contre le gouvernement. Est-ce que ces propos sont justifiés? Je suis un homme politique, j'apprends à lire entre les paroles. Écoutez, Equinox fait, je vais dire aux téléspectateurs, je vais dire ici en Mondo Vision, qu'Equinox fait un travail remarquable. Je n'ai jamais vu sur un plateau de télévision ou de radio, de télévision, encore moins dans la nouvelle expression, hein, un débat qui n'est pas contradictoire. Régulièrement ici, par exemple, à droite réponse, il y a toujours, n'est-ce pas, un représentant du RDPC. De quoi a-t-il peur? Ils ont eu 71%. Ils ont peur des 29 autres pourcents. Et je vais même plus loin. Je prends le cas de la France que nous aimons tant citer. La France, tous les courants s'expriment. Tu dis bien tous les courants s'expriment. Quand les gilets jaunes se sont constitués, on leur a accordé des temps de parole dans les médias. Les gilets jaunes n'étaient pas un parti politique. Ils ne s'étaient même pas affiliés comme membres de la société civile. Ils se réclamaient être des frondeurs, des contestataires. Mais ça n'a pas empêché que, dans un souci d'équilibre dicté par l'actualité, que les représentants des Gilets jaunes soient invités sur les plateaux de télévision. Non, je dis, le SDF en a débattu hier. Le SDF dénonce, n'est-ce pas, le chantage, la tentative laborieuse et désespérée, n'est-ce pas, de musellement qui est manifestement envisagé ou programmé, et surtout les propos liberticides, n'est-ce pas, de M. Atan Gandhi contre les médias, qui refusent, et ça à juste titre, de se conformer à la doctrine, n'est-ce pas, de la pensée unique que Yaoundé devait imposer dans le paysage médiatique camerounais. Ça ne passera pas. Et je vais plus loin. Le SDF ne restera plus tranquille. Le SDF n'observera plus un silence. Ce n'est pas l'indifférence. Nous n'avons jamais été indifférents, n'est-ce pas, aux musulmans de la presse. Mais le SDF, c'est-à-dire qu'il prendra sa part dans le combat au cas où la menace de musellement, ou alors au cas où le musellement, n'est-ce pas, de la presse, de cette presse qui fait un travail remarquable, arrive à être acté par Yaoundé. Et c'est ce que le chairman a dit hier, et ça, je dis qu'il prenne acte. Selon le ministre de l'administration territoriale, le gouvernement fait l'objet de vives critiques de la part de certains médias installés à Douala et de certains hommes politiques de l'opposition, des critiques de nature à saper et à ternir l'image du Cameroun. Ariel Nitedem, avez-vous la même perception du travail effectué par des médias dans la ville de Douala concernant la construction de la démocratie camerounaise, concernant l'action menée par le gouvernement, que ce soit sur le plan national ou international? Non, pas du tout. La presse, les médias, ils sont dans leur rôle. Et j'étais déçu jusqu'à ce que le plénipotentiaire du SDF me dise clairement que le SDF ne restera plus tranquille, ne va plus se taire devant ce genre de sortie. En réalité, si un ministre du gouvernement qui prend cette position est dans son rôle, même si dans l'organisation gouvernementale, il y a un ministre chargé de la communication, c'est le gouvernement qui décide qui va communiquer sur tel point ou tel point. Mais il appartient au parti d'opposition de jouer sa partition, de dire quelle est son approche, quel est son point de vue, et de défendre justement ces médias
Parce qu'en fait, on accuse les médias d'être de connivence avec le parti d'opposition. Donc, Qui accuse? Ce ministre, la sortie du ministre. Ah, d'accord. Le ministre accuse les médias d'être de connivence avec l'opposition. Voilà. C'est ça le message qui est clair. Et il faut préciser, ministre, membre du comité central du RDPC. Certainement. Donc, alors, il faut donc, il appartient au parti d'opposition de se mettre en face, que c'est eux qui ont le rôle de se mettre en face du parti au pouvoir. Et c'est n'est que dans ce jeu d'acteurs qu'on peut équilibrer et qu'on peut justement permettre à la presse, aux médias, de jouer effectivement leur rôle. Et je dois dire qu'en termes de politique publique, un ministre est là pour concevoir, mettre en œuvre la politique publique dans son secteur, ou les politiques publiques dans son secteur. Bien dit, dans mais son secteur. les acteurs tels que les médias, la société civile, les experts, sont les acteurs de mise en œuvre de la politique publique. On ne peut pas les exclure. Donc, ce ministre, quand il le dit, peut-être qu'il ne comprend pas le rôle de ces autres acteurs de formulation et de mise en œuvre, d'évaluation même des politiques publiques. Donc, de ce point de vue, le ministre est sorti de son rôle. Est-ce que vous avez perçu, dans le traitement de l'information effectuée par des médias basés à Douala, une connivence entre ces médias et l'opposition pour tirer à boulet rouge uniquement sur le gouvernement? Je n'ai pas l'impression, parce que j'ai toujours assisté sur les plateaux de télévision au débat équilibré. J'ai toujours eu à dire des choses que j'avais à dire, et souvent je dis des choses qui ne sont pas toujours du goût du parti au pouvoir. Je le dis souvent, des choses qui ne sont pas au goût de l'opposition aussi. Donc je n'ai pas l'impression que les médias sont à la solde des partis d'opposition. Ce n'est pas l'impression que j'ai personnellement. Mais il faut dire quand même que le parti au pouvoir a, n'est-ce pas, un rôle. C'est le parti qui gère effectivement, qui a la charge de mener, d'être sur le terrain, de gérer, qui a pris la responsabilité de concevoir et mettre en place des politiques publiques pour réguler les activités économiques, pour en fin de compte améliorer le quotidien des Camerounais. Donc c'est tout à fait normal qu'on les regarde. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, au four et au moulin. C'est tout à fait normal que les critiques soient portées contre eux. Et cela est vrai pour des maires de l'opposition, pour des mairies tenues par l'opposition. Ils reçoivent les mêmes critiques. Je peux vous le dire, il y a un maire d'opposition ici. Moi, j'ai eu à critiquer ce maire, moi aussi, à critiquer ce qui se passe. J'ai eu, quand je dis critiquer, hein, ce n'était pas des critiques acerbes. J'ai eu à faire des observations sur la publication de ce maire. Quand il a rendu compte de l'exécution du budget de sa mairie à mi-parcours, j'ai eu à faire des observations sur ce rendu. Alors, donc, c'est tout à fait normal que les yeux soient tournés vers celui qui est en charge de gérer la collectivité, qui est en charge de mettre en œuvre l'intérêt général. C'est tout à fait normal. Et le ministre ne peut pas bâillonner la presse, ne peut pas bâillonner les autres acteurs qui sont reconnus et qui sont dans leur rôle, à savoir les médias, les experts, la société civile. Et cela, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, ce rôle est à féliciter, ce rôle est à promouvoir d'ailleurs. Donc on devrait, les médias sont dans un rôle de service public. On ne peut pas les bâillonner. Et le secrétaire général des Nations Unies l'a dit lors de la journée la liberté de la presse. La liberté de la presse permet de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Ce sont les propos d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, au moment où l'un des membres du gouvernement camerounais tense la presse basée à Douala. Georges Meka à Besselo, sur cette actualité, quelle est votre analyse? Mon analyse est simple. On ne peut pas dissocier l'information et la sécurité. Toute analyse sécuritaire prend une analyse de l'état de l'information qui existe dans un pays. Et nous sommes dans un contexte sécuritaire assez difficile et qui appelle à la responsabilité de tout le monde. Le ministre étant venu à une réunion sécuritaire à Douala, ils ont peut-être mentionné un état de la sécurité dans la ville de Douala, mais nous avons observé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans certains journaux et certains médias, un langage qui toutefois est un langage de critique, mais qui doit aussi être un langage de responsabilité et d'analyse. La liberté d'expression n'est certainement pas, vous êtes en accord avec moi, le libertinage
de l'expression. Nous sommes des pères de famille ici, nous ne tolérons certainement pas qu'un de nos enfants, à un certain âge, nous tienne certains propos. Il en est aussi au niveau sécuritaire d'un État. Même aux États-Unis, ils ont banni tout langage extrémiste qui viendrait des groupes terroristes ou des sympathisants de ces groupes qui vivent aux États-Unis sont systématiquement bloqués dans les réseaux sociaux. La sécurité et la paix dans un pays n'ont pas de prix. Monsieur Kamgia nous a rappelé tout à l'heure les progrès qui ont été faits dans la liberté d'expression dans ce pays depuis 1990. Je crois qu'il faut continuer à féliciter justement cette presse et cette liberté de presse qui nous apporte une critique objective, indépendante et qui permet à nous les experts également d'évaluer, de donner un avis sur la mise en œuvre des efforts économiques du gouvernement où ça ne marche pas. Et nous avons vu des critiques de la presse qui ont été repris et corrigés par les membres de ce gouvernement. Donc je crois que il serait important, peut-être à la prochaine conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, de clarifier avec lui ce qu'il a voulu dire, parce que ça laisse des conjonctures ici et là, mais nous devons féliciter cette presse au Cameroun, qui est vibrante, qui est active. Nous devons reconnaître qu'il y a une liberté d'expression et une liberté de presse au Cameroun, mais dans aucun pays au monde, elle n'est synonyme de libertinage de la presse. Le ministre de l'administration territoriale s'exprime dans un contexte de crise sociopolitique, au moment où les Nations Unies, la communauté camerounaise, la société civile interpellent les pouvoirs publics sur le discours de haine, discours extrémiste diffusé dans certains médias, sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte de crise, Edmond Kamgia, vous êtes éditorialiste, journaliste depuis une trentaine d'années. Quel est le rôle des médias dans un contexte de crise sociopolitique avec un gouvernement qui a de telles attitudes face à la presse, à l'opposition, au moment où le pays fait face à des défis sécuritaires, à des crises économiques et crises sociopolitiques? Quel est le rôle des médias? Monsieur Noufele, vous abordez le point focal. Je me serais attendu, justement, que le ministre de l'administration territoriale porta son, j'allais dire, porta sa communication majeure sur les discours de haine et sur l'émergence d'un discours tribal au Cameroun. Et là, c'est son domaine, parce que l'ordre public est menacé par les discours de haine et par le tribalisme. Et le ministre de l'Intérieur, ailleurs, qui est le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, est fondé à se prononcer sur cette question majeure. Malheureusement, sur cette question, il ne s'est pas prononcé du tout sur la haine et sur le tribalisme. Vous savez, sur les questions de haine et de tribalisme, qu'on a vu remonter en surface de façon exponentielle depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Cameroun se trouve de plus en plus divisé. Ce n'est pas une division qui est venue, j'allais dire, de façon magique. C'est vrai que le tribalisme a toujours existé, mais l'exacerbation du tribalisme et du discours de haine a pris de l'ampleur, telle qu'aujourd'hui, nous sommes sidérés. Sidérés par l'indifférence et le silence des acteurs gouvernementaux. Sidérés par le silence et l'indifférence des acteurs publics, des autorités administratives, qui sont censés faire respecter l'ordre public, qui sont censés appeler les uns les autres, la société civile, les partis politiques, les médias, à faire en sorte que ce discours baisse. Et je dois dire, pour répondre à votre question, M. Noufele, que certains médias, et notamment les médias basés à Douala, font un travail consistant pour dire non au discours de haine, pour dire non au tribalisme. Parce que le ministre s'est attaqué aux journaux basés à Douala. Je dis, je ne parle pas au nom de tous les journaux basés à Douala, je parle précisément et en particulier du groupe La Nouvelle Expression, Radio Equinox, Equinox Télévision. Nous dénonçons, et je l'ai fait personnellement sur ce plateau, à plusieurs reprises. Nous avons toujours dénoncé les discours de haine, le tribalisme et en particulier l'indignation sélective.
Et pourquoi nous avions parlé de l'indignation sélective? C'est parce que nous avions l'impression, à un moment donné, que le gouvernement a laissé tout passer. Mais lorsque un média d'État, comme Cameroun Tribune, a décidé de prendre le taureau par les cornes, en s'attaquant à ceux qui veulent promouvoir le génocide au Cameroun, alors que d'autres acteurs sociaux et politiques avaient, y compris ceux au sein du gouvernement, certains sont partis, d'autres y sont encore, promeuvent un discours de haine et de tribalisme, y compris contre leur propre communauté. Et le gouvernement n'a jamais réagi. Le chef de l'État n'a jamais réagi. Et c'est là où nous interpellons le gouvernement. C'est là où nous interpellons le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement de prendre des mesures efficaces pour dire non au discours de haine. Ce n'est pas la presse en général qui promeut le discours de haine. C'est vrai, certains médias, que je ne vais pas citer, promeuvent un discours de haine. Et ces médias-là doivent être interpellés par les institutions qui n'est-ce pas, travaillent à ce que ce type de discours ne passe pas. Et je dois ici apprécier le travail que fait le Conseil national de la communication. Parce que j'ai souvent dit sur ce plateau que le Conseil national de la communication est peut-être le bras séculaire de l'État, malheureusement joue parfois un mauvais rôle, et parfois un rôle qui est parfois mal perçu, mais je dois apprécier le travail qu'ils font vis-à-vis de certains médias qui tiennent un discours qui divise, qui tiennent un discours qui n'est pas en faveur de la cohésion sociale, qui tiennent un discours qui nuise à l'unité nationale et à l'intégration nationale. Je voudrais terminer, M. Noufele, en vous disant en général que la presse, d'une manière générale, c'est la température de la liberté et de la démocratie dans un pays. Museler la presse, c'est museler l'opinion, c'est museler le peuple qui s'exprime à travers les médias. Et les médias ont principalement deux fonctions. La fonction d'information et d'éducation et une fonction tribunicienne. Dans la fonction d'information et d'éducation, nous recherchons, nous collectons l'information, nous la traitons et nous la diffusons. Et nous tenons à ce que l'information qui est publiée soit la plus exacte possible, soit la plus vérifiable et qu'elle soit en accord avec les faits qui sont sacrés. Et dans sa fonction tribunicienne, nous donnons la parole aux experts. Et vous le voyez sur ce plateau, il y a des experts. Que ce soit sur les plateaux radio, télé, comme dans la presse écrite, on donne la parole aux experts qui ont des choses à dire pour le développement du pays, pour faire progresser justement la démocratie dans un pays. Donc on ne peut pas, parce que peut-être certains médias ont critiqué le gouvernement. Au lieu de voir pourquoi ils ont critiqué, quels sont les arguments qu'ils ont avancés pour critiquer le gouvernement, au lieu de voir comment chercher à améliorer la situation, on veut casser le thermomètre. Et là, il y a problème. Au-delà de l'image, Equinox Télévision continuera de rendre compte en respectant les principes journalistiques, équilibre dans le traitement de l'information, équité, impartialité, le débat contradictoire républicain. Illustration dans cette émission où nous allons évoquer ce scandale routier de l'année selon le journal L'Essentiel. Docteur Ariel Nitedem, vous venez de Yaoundé, vous avez emprunté cette fameuse route entre l'axe Yassa et l'aéroport international de Douala. Comment avez-vous vécu ce voyage Yaoundé-Douala? Je dois dire que tout a commencé au début du voyage quand le bus qui m'a ramené à Douala et qui venait justement de Douala me disent, c'est le chauffeur qui l'a dit en premier, les passagers ont renchéri, qui sont partis de Douala à 8h du matin et ils sont arrivés à Yaoundé, il était 18h23. Alors 8h, 18h23, vous voyez bien, 10h pour partir de Yaoundé, de Douala à Yaoundé. Alors on n'imagine pas le coût économique, on n'imagine pas l'impact sur, n'est-ce pas, les activités de transport, non seulement de ces entreprises de transport interurbain, ce que ça leur coûte en termes de compétitivité, en termes de productivité et en fin de compte sur leurs bénéfices. On n'imagine pas l'impact sur l'économie, non seulement de transport, mais sur l'économie en général. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette route est sur le plan économique la plus importante du Cameroun. Au Cameroun, il y a cette route qui dessert Douala jusqu'à Bangui et ensuite à N'Djamena. Ça dessert trois capitales de la sous-région sur 6, c'est-à-dire Yaoundé, Bangui et N'Djamena, sur les 6 capitales de la sous-région. On est là dans le cadre de la CEMAC déjà. Et cette route, n'est-ce pas, constitue le poumon de ces économies
parce que les autres moyens de transport n'existent pas. Les rails, il n'y a pas de rail entre Douala, Djamena et Bangui. Le transport par voie aérienne est très limité. Donc finalement, l'approvisionnement en biens de ces trois pays part par cette route. Je ne comprends pas que des travaux qui se passent sur cette route, on n'a pas pris ça en compte. Cela me pose un problème, un problème de fond. Alors, il y a la mise en œuvre des projets. Là, on a deux... je vais regarder les acteurs. Certains vont certainement parler des facteurs, mais je regarde les acteurs impliqués dans la construction de cette route. Je vais commencer par la base, ceux qui sont au niveau tactique, au niveau de la mise en œuvre même, ou au niveau opérationnel. Ces deux ministères. On a le ministère des Travaux publics qui est directement concerné par cette route. On a le ministère des marchés publics qui a intervenu dans la phase contractante, mais on a quand même aussi le marché de l'urbanisme et de l'habitat et qui intervient à travers le délégué de gouvernement de Douala. Alors, ça c'est les acteurs au niveau opérationnel. On engage les travaux sur une route, ça va bloquer le trafic, on ne pense pas à une voie de contournement pour fluidifier le trafic. Alors que la mobilité est un facteur important de promotion des activités économiques. Et un facteur de développement, la mobilité. Et nous sommes ici dans la mobilité urbaine en plus, parce que cette portion de la route est en zone urbaine. Ça limite la mobilité dans la ville de Douala, qui est le poumon économique du Cameroun. Et ça limite la mobilité sur tout cet axe qui va de Douala, Bangui et à Djamena. Alors, on ne s'est pas préoccupé de cela. Alors, il y avait deux solutions. Soit on imposait à l'entreprise, dans le cahier de charge, de trouver une voie de contournement, et on mettait ça dans ce projet. Soit on utilisait une voie de contournement qui est naturelle, la voie qui passe par Ndokoti. Alors on se trouve dans une situation, on se demande qui a conçu ce projet. C'est l'ingénieur de l'État qui est supposé avoir les meilleurs ingénieurs. Comment ils ont pu le faire? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé en train d'engager des travaux de façon simultanée sur les deux axes qui permettent de sortir de Douala? C'est aberrant. Là, j'en ai pas fini. Il y a d'autres acteurs qu'il faut interpeller. Parce que quand on a déjà des acteurs de ministères, au-dessus, il y a le premier ministère qui doit veiller à la coordination. Et la coordination a fait défaut dans ce cas. Et pas plus, il faut aller plus haut encore, c'est la présidence de la République. Il y a justement une cellule, il y a un organe qui a été créé à la présidence de la République, la cellule de suivi des grands travaux. Allez regarder le organigramme de la présidence de la République. Cette structure existe, mais n'est pas pourvue. Il n'y a personne. Toutes les structures de la présidence sont pourvues, sauf celle-là. Si cette structure aurait existé, avec la force institutionnelle de la présidence, ils auraient intervenu très rapidement dans le cadre du suivi des grands projets, parce que ça, il s'agit d'un grand projet. Et justement, parce que non seulement c'est la CAN, ça intervient sur cet axe, et en plus, on a mis une croix à une structure qui existait à l'avant, la direction générale des grands travaux. Oui. Et ces fonctions devaient être reprises par cette cellule de la présidence. Ça n'a pas été le cas. Il y a un vide institutionnel qui fait en sorte qu'on a cette aberration, parce que c'est une aberration. Je peux vous dire, il ne faut pas être un expert pour comprendre cela. Alors, il y a l'ingénieur de l'État qui s'est rendu dans la ville de Douala et durant l'inspection de ce chantier controversé, il a fait savoir que des voies de contournement étaient bel et bien prévues dans le cahier de charges de l'entreprise. Georges Meka-Abesolo, comment comprendre que des travaux soient lancés sur deux axes routiers aussi importants pour l'économie d'une sous-région telle que l'Afrique centrale et que les populations en viennent à s'en plaindre pendant plusieurs semaines avant de voir une première réaction d'un membre du gouvernement, laquelle révèle de nombreux dysfonctionnements criards, comme qui viennent d'être évoqués ici par le docteur Ariel Mitedem. Oui, il vient de le dire, cette absence de coordination au niveau de l'organisation et de l'exécution des grands chantiers pose une problématique à notre émergence, et voilà encore un cas de plus qui vient d'être démontré. Je l'ai souvent dit, nous devons, comme solution, constituer un bataillon d'intervention rapide économique, et dans le cas des travaux publics, il faudrait que les entreprises BTP travaillent 24 heures sur 24. Nous perdons énormément d'argent, pas simplement le Cameroun, mais quand on stationne des camions de 5 heures du matin à 21 heures chaque jour, des camions qui viennent d'une part des pays comme la Centrafrique et le Tchad, qui ont, comme le Cameroun, besoin de devises à l'exportation, la Centrafrique, et en ce moment la CEMAC qui peine justement dans ses réserves, c'est anormal. Il faudrait
immédiatement réagir et même sanctionner. On est d'abord parti sur une dispute entre le ministère des Marchés publics et le ministère des Travaux publics. À qui devrait-on attribuer le contrat? Mais là, encore une fois, le ministre des Travaux publics a été injustement accusé de vouloir faire une route de 8 km à 43 milliards. Et c'est là où la presse doit bien investiguer, parce que quand on a juste sorti les titres, la route de 8 km à 43 milliards, non, il n'était pas question d'une route à 43 milliards, elle concernait également l'extension justement de deux fois 3 voies venant et allant sur Yaoundé, et des travaux de contournement qui revenaient au total à 19 kilomètres. Donc peut-être sous la pression ou sous la mauvaise analyse, on a donné au moins 10 ans une entreprise chinoise et non à l'entreprise Razel. Je préfère citer les noms sur ce plateau. Et voilà les conséquences où le ministre lui-même s'étonne d'un marché qui a été disputé et attribué à une compagnie. Peut-être qu'il l'a signé de force et non de gré, et il vient sur la place publique demander justement l'expérience de cette entreprise. Comment comprendre l'attitude du ministre qui descend sur le terrain, demander, évaluer les compétences techniques d'une entreprise? Pourtant, il y a des missions de contrôle qui ont plusieurs fois rédigé des rapports évoquant des problèmes techniques qui se posent sur ce chantier. Bon, vous savez, il peut y avoir une problématique, et là, elle est probablement interne, des pressions que des responsables peuvent avoir, des signés des marchés ou des contrats, sans pour autant que la conformité technique y soit de mise, et elle est parfois balayée. La compagnie chinoise a-t-elle mis un peu plus d'argent? Était-elle la moins-disante? A-t-elle fait pression au vu de la coopération et des exonérations de dettes chinoises qu'il fallait attribuer en dépit de son incompétence apparente ce marché? Voilà où nous en sommes, et qui sont souvent les non-dits des marchés publics. Mais en solution, il est important, comme l'a dit le docteur Nitendem, de remettre en place ces grandes cellules. Cette direction des travaux doivent se constituer en un bataillon d'intervention rapide. Secondo, il faut que les entreprises de BTP commencent comme dans d'autres pays pour rattraper le retard et accélérer le développement, travailler 24 heures sur 24. Il est anormal qu'elles se mettent sur le chantier à partir de 6h ou 7h du matin, quand l'activité économique est en train de démarrer. Sur ce chantier controversé de la pénétrante est de Douala, Robert Moté-Ambassa, vous avez également vécu ces embouteillages monstres. Moins de 10 km à parcourir en 4 heures pendant plusieurs semaines. C'est le calvaire que vivent des Camerounais. Il a fallu que la presse en parle pour attirer l'attention du gouvernement sur ce problème qui se pose avec acuité. Pour vous, quelles sont les causes de cette controverse autour de ce chantier relatif à la pénétrante est de Douala? Merci Cédric, donne-moi 2 minutes pour bien expliquer ça. Parce que vous savez, je suis passé par là aussi, j'ai passé quelques heures, je sais un peu ce qu'on vit dans cette... Je peux dire, vraiment sans risquer de me tromper, que c'est le Cameroun qui est perdant. C'est la population qui souffre. En fait, d'une guéguerre entre 2 ministres. C'est ça le fond du problème. Le ministre des Travaux publics est l'ingénieur de l'État. C'est lui qui fait le cahier de charges. Le marché qui est attribué par le ministre des Marchés publics se base sur le cahier de charges mis en place par l'ingénieur de l'État, qui est le ministre des Travaux publics. Alors, le ministre des Travaux publics avait choisi un consortium dirigé par Razel, comme il a dit, mais j'ai l'impression qu'il a mal communiqué. Il a très mal communiqué parce que vous savez, nos ministres aiment bien aller devant les caméras. Il a bien communiqué. Il a bien communiqué. Laissez-moi m'expliquer. Il a bien communiqué. Ça nous a permis de comprendre. Je vous en prie, permettez à Robert Moté. Donc j'estime qu'il a mal communiqué. Pourquoi? Parce que son choix était peut-être le meilleur choix. Ah bon? Mais il a mal communiqué. C'est la raison pour laquelle je dis, dans ce genre de situation, il a des collaborateurs qui sont des techniciens, qui maîtrisent la technique, et qui communiquent bien, qui peuvent mieux expliquer. Je donne très rapidement, Cédric. Vous savez, dans l'histoire qu'on dit 9 km à 43 milliards. Bon, 1 km, c'est combien?
de 9 km sur 3 voies. Et chaque voie fait 3,5 mètres. Ça fait 18 km. Ça fait plus. 9 fois 3, 27, plus ça fait plus de 30 km en fait. C'est pas 9. Ils disent 9, mais c'est plus de 30. Ne pas dire 32 gigas pour 500 gigas. Je vous arrive là. Docteur, oui, vous connaissez votre domaine. Moi, je vous dis ceci. Une chaussée à 3 mètres et demi de large. Et quand on fait 3 voies, ne me dites pas que c'est le béton qu'on utilise pour une chaussée comme c'est 3. Voilà. Attendez, c'est multiplié par 3. Ça veut dire que c'est beaucoup plus cher. Donc, au lieu de dire 9 km, il fallait plutôt parler de 27-30 km. 1. 2. Dans cette offre, il y avait la voie de contournement, qui apparemment a disparu de l'offre chinoise. Parce qu'il fallait baisser les prix. Parce qu'on donnait au moins 10 ans. Parce que vous savez, en technique, dans l'industrie, c'est pas toujours le moins 10 ans qui est le meilleur. Parfois, le plus cher, vous avez le vrai taux, le bon taux, parce qu'il va faire du travail dans le respect de l'art, des règles de l'art. Alors que le moins cher, par exemple, je suppose que les Chinois qui ont pris ça ont enlevé la voie de contournement, peut-être parce qu'ils se disaient que le délégué du gouvernement va s'en occuper. Peut-être que vous avez vu certaines vidéos qui circulent où on lui met une moto-pompe pour évacuer de l'eau. C'est le son, la main nue que les gens transportent pour vider de l'eau. Pourquoi? Tout ça, c'était pour baisser les coûts et avoir le marché. Maintenant qu'ils ont le marché, ils ont des problèmes parce que la voie de contournement n'existe pas. Est-ce que les financements ont été débloqués pour permettre à l'entreprise chinoise d'effectuer ce travail? Je ne pense pas que ce soit un problème de financement. Le ministre des Travaux publics et ses collaborateurs étaient au courant de la situation de Douala. Avant même que les médias en parlent, ils savaient que ça va arriver. Mais, comme il a mal communiqué, ça s'est retourné contre lui, qu'il veut faire 9 km à 45 milliards, il a levé le pied. Le ministre du marché public a préféré donner à celui de moins de 10 ans. Maintenant que ça coince, il vient maintenant comme quelqu'un, il vient se venger en fait. Il dit voilà, l'affaire si j'avais dit. Maintenant, voilà ce qui se passe. Donc, en voulant ridiculiser ceux qui sont en place, lui-même s'est planté parce que son collaborateur était déjà en train d'expliquer ce que le Chinois n'arrivait pas à expliquer. Il s'est fâché contre son collaborateur pour dire, mais c'est pas à vous d'expliquer. Bon Dieu. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que, il termine en disant qu'il vient d'identifier une voie de contournement de 18 km. Donc, quand il avait proposé à Razen, il n'y avait pas cette voie. Cette voie existait. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'il repart de là avec un nouveau marché gré à gré qu'on va signer parce que ce marché de commerce, c'est un nouveau marché. Alors, et du coup, les 33 milliards, on va peut-être monter à 50, 60 milliards. Vous comprenez? Donc, je veux dire que les Camerounais sont victimes de la guéguerre de 2 patrons qui n'ont pas pu s'entendre parce que le ministre des Travaux publics, bien qu'on lui ait retiré le marché, il a des techniciens sur le terrain. Ces techniciens devraient empêcher les travaux de se commencer tant qu'il n'y a pas le voie de contrôle parce que c'était dans le cahier de charge. Après vous, Mouté Ambassa, Jean-Robert Wafo, sur la situation que vit la capitale économique du Cameroun, avec cette guéguerre, selon Mouté Ambassa, sur l'attribution de marché, mais il y a une entreprise qui est censée travailler depuis de nombreux mois pour améliorer les conditions de déplacement entre Douala et Yaoundé pour les populations résidentes dans la partie est de Douala. Comment comprendre ces situations? Quelles en sont les conséquences que vous avez pu relever? D'abord les causes. Je me souviens, dans les années 90, lors d'une émission phare, une émission culte à l'époque, c'était Actualité Hebdo, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, le défunt Samuel Ebois, avait fait état de ce que on a bitumé là, cette route qui relie Yaoundé à Douala, c'était pas prévu comme ça. Il avait dit que c'était ce qu'on appelle ici autoroute, c'est-à-dire que c'était carrément bien plus large, c'était à double sens, avec des balises. Ça devait être électrifié de Yaoundé à Douala. Il doit avoir des cabines téléphoniques à des points kilométriques précis. L'entreprise, n'est-ce pas, française qui avait gagné donc ce marché est venue. Et ce sont les hauts fonctionnaires camerounais qui, je veux dire, le régime, ce sont eux qui lui ont demandé, non, écoute, il faut faire plutôt ceci, machin. Imaginez pourquoi on a rétréci cette route et que le cahier de charges qui avait été initialement arrêté de commun accord a été modifié. Non, ce que je vais dire, il faut qu'on apprenne à être sérieux. Dans ce pays, dans le cadre des marchés, il y a ce qu'on appelle la commission de dépouillement et de passation des marchés. Ou alors, la commission des marchés. Le président est nommé par le Premier ministre. Cette commission dispose en son sein d'un rapporteur,
de l'autorité contractante, qui est le ministère des marchés publics, de l'ingénieur de l'État, pour ce qui concerne donc les routes, c'est le ministère des Travaux publics, d'un représentant du ministère des Finances, d'un représentant de l'ARMP et d'une personnalité indépendante. Alors, c'est toute cette commission, c'est l'ensemble de cette commission, n'est-ce pas, qui a procédé au dépouillement et a choisi donc cette entreprise. Donc, quand le ministre vient s'offrir en spectacle devant les chaînes de télévision, je veux dire devant les médias, pour faire croire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait, et c'est pour ça que j'ai dit à M. Mouté, ambassade, il a bien communiqué, sauf qu'il a bien communiqué contre lui-même. C'est de ça, donc c'est de ça qu'il est question. Parce que qui peut imaginer un seul instant qu'on soit en train de bitumer une route, une partie de ce tronçon routier, et que le ministre des Travaux publics n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais bon Dieu, on se moque des Camerounais. Si c'est agi comme M. Mouté a laissé entendre d'une bataille de Gombo, il faut l'appeler ainsi, c'est-à-dire que d'une affaire de bakchiche entre l'ancien ministre, n'est-ce pas, des marchés publics et le ministre actuel des Travaux publics, qui nous le disent. Et puis je trouve quand même lâche, pathétique et pitoyable qu'un membre du gouvernement puisse venir en mondovision devant les caméras tirer sur un collègue qui n'est plus en fonction. Pour moi, ce n'est plus que ça ne participe pas de la solidarité gouvernementale, mais c'est lâche. C'est de la lâcheté, il faut le dire ainsi. Bon, mais maintenant, sur le coup de cette route, il est constant que les routes au Cameroun sont surfacturées. Et qu'il y a plein de rétrocommissions là-dedans. Monsieur Sédine Oufélé, je vais prendre un exemple simple. Le troisième pont, parce qu'Abidjan a son 5e pont. Le troisième pont d'Abidjan, le pont de Makori, qui relie le quartier présidentiel de Cocody au quartier administratif et des affaires du plateau. Ce pont, qui est long de 6,5 km et qui a été livré en 2 ans seulement, a coûté 140 milliards de francs CFA. Et ce pont et cet ouvrage disposait de 3 niveaux d'échangeurs. Pendant ce temps, le pont du Vouri, long seulement de 600 mètres, dont 10 fois moins long, a coûté le même montant. Les travaux ont débuté en 2013 et ce n'est pas encore achevé puisqu'il y a encore des inondations là-bas. C'est vous dire qu'il y a un problème de fond dans ce pays. Et le problème de fond, il ne faut pas se le cacher. C'est les surfacturations. C'est les rétrocommissions. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. On parlait de moyens. Il n'y a plus de moyens. Que le gouvernement de la République communique, dise la vérité au Cameroun. Il n'y a plus de moyens. On est arrivé au stade où, quand le Japon nous fait un don de 300 millions de francs CFA pour la livraison des ordinateurs, 300 millions de francs CFA, ça fait la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Vous voyez où on est? On est dans un trou noir. Les Camerounais doivent le savoir. Et pourquoi il n'y a plus d'argent? Il n'y a plus d'argent. Tout simplement, de l'argent pour ces projets, tout simplement, parce que tout l'argent qui est collecté dans toutes les villes du Cameroun, je veux dire dans les 360 communes du Cameroun, du fait du principe de l'unité des caisses, remonte tout ça à Yaoundé, et Yaoundé a ses priorités là-bas. Les priorités de Yaoundé, c'est quoi? Un, c'est le salaire des fonctionnaires, il faut les payer, il faut payer les fonctionnaires, parce que si on ne les paye pas, il y aura du grabuge politique, parce que je ne vois pas, n'est-ce pas, ces fonctionnaires en train d'accepter que leur salaire retarde même de 5, 10, 15 jours. Il y a un très grand risque politique. La deuxième priorité, c'est la crise sécuritaire, qu'on enregistre dans pratiquement toutes les régions du pays, pratiquement, je veux dire notamment la crise sécuritaire donc dans le nord-ouest et le sud-ouest, la lutte contre Boko Haram et la lutte contre les rebelles centrafricains. Et je tiens à préciser, le SDF l'a toujours dit, que vous avez concerne, n'est-ce pas, la lutte contre Boko Haram et la lutte contre les rebelles centrafricains qui sont en train de voir bouffer une partie, du moins qui créent du grabuge, n'est-ce pas, sécuritaire à l'Est, c'est des combats qui doivent être menés à juste titre. Mais pour le reste, mais ce que je veux dire, il faut qu'on le dise, c'est le résidu, on appelle ça reliquat pour être poli, c'est le résidu maintenant, une fois que ces priorités ont été, n'est-ce pas, déclinées, ont été résolues, que le résidu là, on voit où est-ce qu'on peut envoyer, ce qui veut dire que
Parce qu'il faut bien prêter attention à ce que le représentant de l'entreprise chinoise a dit. Il a dit, je fais avec le peu de moyens. Je fais avec le peu de moyens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Vous allez les payer avec quoi? En francs CFA? Ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Parce que cette entreprise voudra certainement qu'on la paie en devise. Au-delà des moyens. Non, c'est extrêmement important. Il faudrait que cette entreprise voudrait qu'on les paie en devise. Or, il y a une crise de devise au Cameroun. Il faut qu'on le dise à nos compatriotes. Cette crise existe. Alors vous allez donc les payer avec quoi? D'où une autre solution que le gouvernement refuse d'implémenter, c'est de faire dans les BOT, but opéré en transfert. On parlera des solutions dans c'est de faire, oui, mais même là-bas, ce BOT ne permettra que l'État du Cameroun utilise l'argent qui devrait utiliser. Maintenant de réagir par rapport à ces problèmes qui se posent sur ce chantier. Vous avez suivi l'analyse qui a été faite par Robert Moutet-Ambassa, évoquant une guéguerre entre deux membres du gouvernement sur l'attribution de marchés tout aussi importants pour la sous-région Afrique centrale et le problème de suivi et de contrôle d'un projet d'aménagement routier qui est aussi important pour le Cameroun. Comment comprendre ces dysfonctionnements? Ça, c'est un déficit de coordination de la part des services du Premier ministère. C'est pour ça que j'ai toujours milité en faveur d'un Premier ministre technocrate. Et celui qui est venu m'a pas l'air d'être le Premier ministre technocrate que j'aurais souhaité avoir. Il a beaucoup plus un penchant politique. Quand j'ai vu son déplacement sur le terrain, je pense bien qu'il a eu plus de réussite quand il est descendu sur le terrain que son prédécesseur. Donc il me semble être beaucoup plus un Premier ministre politique que technocrate. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait bien un Premier ministre technocrate pour comprendre, n'est-ce pas, cette problématique et pour comprendre son rôle dans la coordination de l'action gouvernementale. Cela pose un problème. Parce que là, on parle du gouvernement. Le Camerounais ne voit pas une différence entre le ministre des Travaux publics et le ministre des Marchés publics. Il voit un gouvernement qui est en train de mettre en œuvre un projet. Donc le gouvernement doit pouvoir parler d'une voix et répondre face aux Camerounais d'une seule voix. C'est la responsabilité du gouvernement de concevoir et mettre en place des politiques publiques, des projets qui permettent, n'est-ce pas, d'améliorer. Que peut-il faire? Oui, mais que peut-il faire? C'est son rôle. Mais c'est son rôle de coordonner. Ne donnez pas l'impression que vous êtes déconnecté des réalités. Je ne suis pas déconnecté, monsieur. Le pouvoir se situe à la présidence de la République. Mais bien sûr, j'en arrive. Il faut le dire au Camerounais. J'en arrive. Il faudrait que le président de la République convoque des conseils de ministres. C'est un niveau de pouvoir. C'est le haut lieu d'arbitrage des différents conflits entre administration et même entre ministères. Notre constitution, voilà. La constitution de ce pays prévoit un poste de Premier ministre, chef de gouvernement. C'est clair dans la constitution. Et ces missions sont déclinées. Il y a chaque fin du mois un conseil de cabinet qui est censé, n'est-ce pas, travailler sur la coordination gouvernementale. Ça, c'est clair dans le fonctionnement institutionnel. Et là, on a vu un Premier ministre qui de temps en temps... Et la mise en œuvre des résolutions va où après? Absolument. Ça va où après? Je vous en prie, Jean-Robert. Ça va où après? Je vous en prie, Jean-Robert. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Faut pas faire le Premier ministre pour rien. Je ne le connais ni d'Adam ni Ève. Jean-Robert, ce qu'il peut, il n'a pas de pouvoir. Jean-Robert, je vous en prie. Permettez à Ariel Ntedem d'aller jusqu'au bout. D'accuser le Premier ministre. Ariel Ntedem, vous avez la parole. Je parle du fonctionnement de nos institutions. Et j'observe que cette institution... Le fonctionnement théorique. C'est ce que prévoit la Constitution, qui est la loi fondamentale. C'est ce que prévoient tous les textes organiques et tous les textes et règlements de ce pays. C'est d'abord le rôle premier du Premier ministre de coordonner l'action gouvernementale. Et on voit bien que c'est un projet qui fait intervenir plusieurs membres du gouvernement. Et là, son rôle est interprété. Maintenant, il y a une administration qui est au-dessus du Premier ministre. On le sait, c'est la présidence de la République. On le sait. Mais la présidence de la République n'est pas là pour l'opérationnel. Elle est là pour les orientations générale, stratégique. Ça, il faut le dire. L'opérationnel revient au Premier ministre. Ça, il faut le dire. Théoriquement. Pas théoriquement. Et c'est pour ça. Si vous vous rappelez, il y a eu un Premier ministre technocrate dans ce pays. Il s'appelle Moussongue. Oui. Si vous vous rappelez de celui-là. Et le jour où on aura un autre Premier ministre technocrate, vous verrez la différence. Et ces projets, il y en a plusieurs comme ça, qui ne sont pas suffisamment coordonnés et qui prennent et qui sont gérés de la façon qu'on voit. Parce qu'en plus, c'est un problème de mise en œuvre. Les ressources sont là. Les ressources ont obtenu le financement pour ce projet. Parce que c'était dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde, la CAN, autant pour moi, de la CAN 2019. Et c'est dans ce cadre que ce projet a été mis en place. Les financements sont là. Au moins, on est sur les financements. C'est un problème de mise en œuvre de projet. Il faut le dire clairement.
Et je dois dire qu'il est temps qu'on devienne beaucoup plus sérieux parce que le Cameroun, les finances publiques camerounaises sont sous pression. Je ne sais même pas comment le ministre des Finances arrive encore à payer les salaires avec le financement de la guerre. Est-ce que vous savez ce que coûtent les activités militaires au Cameroun par semaine? On parle des milliards qu'on débloque, le ministre débloque par semaine À qui la pour faute? maintenir les opérations militaires dans notre pays, pour garder la sécurité. Et je dis, cette crise sécuritaire est en train de prendre de l'envergure, est en train de porter un coup sérieux aux finances publiques, au point où si on n'est pas sérieux, si on ne gère pas les finances publiques en bon père de famille, de façon vertueuse, et si cette crise continue, on n'a pas 2 ans à tenir, qu'on serait dans une crise économique beaucoup plus grave que celle des années 90. Et je dois dire, il y a un risque qui n'est pas seulement politique. Quand vous avez des militaires qui ne sont pas dans les casernes, qui sont sur le terrain, avec des armes, c'est très sensible. C'est très sensible. C'est pas facile. Et ils ont les armes. Il faut les gérer de façon particulière. Il faut être sûr. Imaginez une fois que ces militaires qui sont au front depuis 3 ans, il faut le dire, qui à la fin d'un mois, ils se pointent à la banque, il n'y a pas leur salaire. Vous savez ce qui va se passer? C'est pour ça que je dis que c'est la première des priorités. Voilà. Ce que je dis, voilà. pour chuter... Donc vous me rejoignez. Sur ce projet, je pense qu'il est temps que le ministre des Travaux publics prenne ses responsabilités. On parle d'augmentation d'un avenant, j'espère que ce n'est pas le cas. Ce serait une catastrophe. Et là, j'interpelle la juridiction de compte, la Chambre de compte, pour son contrôle de performance. Parce qu'un ministre ne peut pas passer un marché de ce montant, c'est quand même 33 milliards. On ne peut pas me faire croire que 33 milliards ne peuvent pas construire ce projet. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup d'argent, il faut le dire. Alors, donc, le ministre du Travail doit veiller au respect du cahier des charges. Ce qui me fait m'indigner davantage, c'est qu'on m'a dit qu'on est à 34% de délais consommés. Et 6% de délai d'exécution. 6% de délai d'exécution et 34% de délai consommés. Ça, c'est plus grave. À savoir qu'on a déjà... Parce que le tiers des délais consommés, sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir des retards et on va parler d'avenant. Là, je crois que le ministre des Travaux publics doit prendre ses responsabilités. Parce que s'il ne fait pas, il doit être tenu pour responsable. C'est lui l'ingénieur d'État, c'est lui qui est chargé d'exécuter. Et la nouvelle expression cette semaine a parlé d'une mise en scène du ministre des Travaux publics. Le journal Le Jour estime que c'est inacceptable la situation que vivent des Camerounais. 4 heures d'embouteillage monstre à l'entrée est de Douala. Edmond Kamga, la presse qui a abondamment attiré l'attention des pouvoirs publics sur la réalité, le cauchemar que vivent les Camerounais, les opérateurs économiques relatifs à cette situation de la pénétrante est de Douala. Oui, la presse a fait son travail. Les journalistes des différents médias de la presse écrite, même la radio et la télévision, sont descendus sur le terrain, ont rendu compte de la situation, du calvaire que vivent les populations riveraines, du calvaire que vivent les usagers, du calvaire que vivent, n'est-ce pas, tous ces chauffeurs-là, camions et autres, qui veulent aller dans la sous-région, au Tchad, à Bangui et autres. Vous imaginez, peut-être qu'on arrivera là-dessus, des conséquences économiques et financières terribles du fait de l'engorgement, n'est-ce pas, de tout ce qui arrive au port. Parce que là, depuis plusieurs jours, tant que les marchandises ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas aller dans la sous-région, c'est beaucoup d'argent que les gens perdent au niveau du port. Je ne reviendrai pas sur les montants qui sont, j'allais dire, astronomiques. Astronomiques sur les pertes. Revenons un peu sur le travail de la presse. Il y a eu des comptes rendus, il y a eu des reportages, il y a même eu des enquêtes. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons mis, n'est-ce pas, sur la manchette, la mise en scène du ministre des Travaux publics. Et tout le monde l'a dit ici sur ce plateau, la théâtralisation. Comment quelqu'un qui sait comment le marché s'est passé, comment il y a eu passation de marché, a voulu régler les comptes avec l'ancien ministre des marchés publics qui est parti. C'est incroyable. Parce qu'il s'est lui-même mis en scène. Hein. Racheté, ça. Il s'est mis en scène. On aurait pu dire un film de série B. Hein? C'est un film qui n'était pas beau à voir. En tout cas, pas les Camerounais et même pas la communauté internationale. De voir un ministre s'exposer ainsi, de poser des questions bizarres, étranges, à un chef d'entreprise sur le terrain. C'est la solidarité gouvernementale version Yaoundé. Voilà la vraie solidarité gouvernementale. Pour dire, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais je vous dis, le Cameroun souffre de la guerre des clans et des réseaux. Et c'est une véritable mafia politico-financière au niveau des marchés publics, au niveau, pas forcément à l'intérieur des marchés publics, mais autour des marchés publics, autour des différents acteurs des travaux publics et des marchés publics, y compris même
dans des réseaux qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire là où on fait des grandes orientations stratégiques. Parfois, là-bas, il y a péril en la demeure. Ça me rappelle une phrase qu'a dite Messanga Nyamding un jour sur ce plateau, que c'est le coup d'état scientifique. Qu'il y a des gens, y compris à la présidence, qui n'ont pas intérêt à ce que le chef de l'État réussisse à atteindre les buts qu'il s'est lui-même fixés. Y compris l'exemple le plus criard qui a toujours été cité, qui montre à souhait que la guerre des clans et des réseaux empêche au Cameroun de réaliser ses objectifs, c'est l'échec de la CAN 2019 au Cameroun, qui a glissé en 2021 et dont nous n'avons aucune certitude que nous pourrons organiser en 2021. Le ministre des Travaux publics a prescrit à l'entreprise d'accorder la priorité aux voies de contournement. Il a également annoncé d'éventuelles sanctions à l'encontre des missions de contrôle qui, selon lui, n'ont pas fait son travail visant à remonter les informations relatives aux compétences techniques limitées de l'entreprise qui est chargée de la réhabilitation de la deuxième phase sur la pénétrante est de Douala. Robert Moté-Ambassa, sur les solutions envisageables, les populations s'attendaient à ce qu'il y ait des voies de contournement qui soient prévues par les autorités locales qui interviennent dans l'opérationnalisation d'un tel chantier, mais jusqu'à ce jour, très peu de choses ont été faites pour faciliter la mobilité urbaine des populations dans la ville de Douala et des opérateurs économiques. Oui, Cédric, vous savez, je reprends là où vous avez chuté tout à l'heure, parlant des sanctions. Les sanctions doivent commencer par le ministre lui-même. C'est-à-dire? Il n'a pas fait son travail. Comment vous pouvez dire que le ministre n'a pas fait son travail? Ils font des conseils de cabinet chaque fin de mois. Il a des collaborateurs sur le terrain qui font des comptes rendus. À ces conseils, il devait dire au Premier ministre qui assure la coordination. Il y a des problèmes, il y a ça qui n'a pas été fait, il y a ça qui n'a pas été fait, voilà les rapports que je reçois. Et là, le Premier ministre peut agir. Maintenant, s'il vient en réunion de fin de mois, il ne dit rien, reste tranquille. Et je pense que quand je vois la descente du ministre sur le terrain, il est venu pour régler les comptes. Il n'est pas venu pour trouver des solutions. Régler les comptes pour démontrer que le choix qu'il avait fait n'a pas été pris en compte. Voilà le résultat d'un autre choix. Et le deux, repartir avec ces 18 km de contournement dans la poche pour un nouveau marché gré à gré. Tout à fait. Ça, c'est maintenant pour revenir. Est-ce que sa stratégie visant à trouver une voie de contournement de 18 km, un gré à gré pour aller plus vite, il n'a pas trouvé, il la connaît, c'est dans son cahier de charge, cette voie existait déjà. Oui, mais bien sûr. Mais il a joué à celui qui vient d'identifier 18 km. Non. Il est un représentant de la commission de taxation des marchés. L'acteur est mort dans son propre film. L'acteur est mort dans son propre film. Le vrai problème, il est ailleurs. Et je pense que le problème qu'on a, moi je suis passé par cette... Dernièrement j'étais en déplacement sur Yaoundé. En rentrant, je suis passé par Yassa. Vous savez, la zone où il faut faire des travaux est complètement barrée par les caterpillars, les engins. Oui. On a le sentiment que personne n'a pu rien faire là-bas depuis je ne sais pas combien de temps. Nous sommes passés par des voies contrôlées dans le quartier pour partir du transformateur au rail. On est allé sortir vers le rail pour passer maintenant du côté génie militaire et tout ça pour retrouver là où on partait. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que les populations souffrent. Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de mettre rapidement en place cette voie de contournement qui fait partie du cahier de charge. Ça ne doit pas être un nouveau marché gré à gré. Ça existe dans le cahier de charge. Et le cahier de charge est fait par le ministre des Travaux publics, qui est l'ingénieur de l'État. Donc, il ne doit pas aller recommencer à faire des additifs. Ils doivent sortir l'argent qu'il faut pour faire ces routes rapidement, permettre qu'on passe par Yassa. Et maintenant, les Chinois peuvent continuer à travailler tranquillement, même s'il y a des gens qui circulent. Le flux sera faible parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parlait de conséquences, cette route prend 2 à 3 000 gros porteurs par jour. 2 à 3 000. Depuis que le préfet a pris son arrêté, et que les véhicules garent entre 21h et 5h du matin, Laurent va jusqu'au péage avant EDA. Ah oui. Ah non. Oui, oui, tout à fait. Entre 21h et 5h du matin, Laurent va presque au péage EDA. Oui, des camions. Et ils sont en contrebas de la chaussée. Oui. L'autre petite partie, les autres véhicules qui doivent se disputer. Et vous me dites que le Premier ministre ne devait pas descendre sur le terrain. Vous comprenez que... Vous pensez que c'est limité. Vous avez quoi contre lui? Non, j'ai rien contre lui. Il faut que ça fonctionne. Je dis. Je vous en prie. Moté-Ambassa la parole, monsieur. Robert Moté-Ambassa la parole. J'ai la parole. 2 à 3 000 par jour. Vous avez la parole. Allez-y. Au plan économique, c'est... Si vous prenez un camion qui fait 20 mètres de long, fois 3 000,
fois 3000 camions, ça va faire 60 km. C'est un gâchis. Les calculs sont faits, il n'y a rien qui est ça représente, c'est pas marginal, ça, monsieur Wafo. le Qui a dit c'est marginal? Mais attends. Je vous en prie, monsieur. Robert Moutar passe à la parole. Le PM, Je vous en prie, Jean-Robert. Jean-Robert, le Robert Moutar passe à la parole. le PM est le chef du gouvernement. Oui. Et il a des ministres qui ont chacun un domaine de compétence. Oui. Les routes, c'est le ministre des Travaux publics. Et tant que le ministre des Travaux publics ne dit rien de particulier ou de grave au PM, le PM peut percevoir les pleurs de la population. Et il va aller demander au ministre des Travaux, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais s'il a demandé que le ministre lui a dit que non, ça va, on est sous contrôle, vous ne savez pas. Donc moi, je ne peux pas accuser le PM. Je crois que c'est le ministre des Travaux publics qui sait ce qui se passe depuis le départ. Il savait que cette situation va arriver. Il a attendu que ça se complique. Il vient maintenant Pour dire qu'il a souhaité. pour dire, voilà. Donc il a souhaité que ça se complique. Bien sûr, il a perdu le marché, c'est normal. Je vous en prie, on ne va pas faire un procès d'intention. On ne fera pas, messieurs, on ne fera pas un procès d'intention. Moi, au ministre des Travaux publics. Son spectacle. Je m'interroge. On ne fera pas, messieurs, je vous en prie, on ne fera pas un procès d'intention au ministre des Travaux publics. Emmanuel Ngannou-Djoumessi a relevé ses défaillances et il a prescrit des mesures à l'entreprise chinoise promettant également des sanctions à leur encontre. Jean-Robert Wafo, que faut-il faire? De commencer avant la Jean-Robert Wafo, que faut-il faire dans cette situation au moment où il y a des populations qui vivent un calvaire après la descente du ministre des Travaux publics, la séance de travail qu'il a eue avec l'entreprise chinoise, elle qui se plaint de disposer de peu de moyens pour mener ses travaux, les populations de l'autre côté qui souhaitent pouvoir se déplacer en toute quiétude et les enjeux relatifs à la Cannes 2021 d'avoir un axe routier qui permet d'accéder au stade de Japoma et de fluidifier la circulation entre Douala, Yaoundé, Douala, N'Djamena, Douala, Bangui. Que faut-il faire? Tout d'abord, il faudrait qu'on change de paradigme dans les grands travaux au Cameroun. On parlait, n'est-ce pas, de la construction, de la réhabilitation simultanée de deux voies qui mènent à un même point. C'est scandaleux. Il faut désigner un coordonnateur national des grands travaux avec des démembrements régionaux et qui rendront compte, qui remonteront donc, n'est-ce pas, les différentes préoccupations. Je ne sais pas sous la coordination, je ne sais pas sous quelle autorité ces différentes coordinations seront donc placées, mais il faut dire qu'il y a un coordinateur national et qu'il y ait des démembrements régionaux. Parce que s'il y avait des membres régionaux, un coordinateur régional des projets pour la région du littoral, par exemple, il n'aurait jamais accepté qu'on puisse, n'est-ce pas, entamer deux travaux à la fois. Mais il existe des missions de contrôle. Il y a un délégué régional des travaux publics. Il y a l'autorité administrative qui est souvent placée à la tête des comités de pilotage et de suivi des travaux structurants dans la capitale économique. Je dis, il faut donner de la force. Le délégué du ministère des Travaux n'a pas de force. Même s'il faut, je dis, il faut donner une force particulière, n'est-ce pas, une force administrative particulière au coordonnateur national des grands travaux. Il faut lui accorder une force particulière qui soit placée sous l'autorité, par exemple, directe du Premier ministre. Quand vous parlez du Premier ministre, voilà des suggestions que vous devez faire. Plutôt que de le prendre comme cible, alors que tout le monde sait au Cameroun que le véritable pouvoir se situe à la présidence de la République. De deux. Parce qu'une fois que ces travaux-là seront faits, parce qu'on parle d'un marché de 18 milliards de gré à gré, j'ai bien peur que, moins de 6 mois après, que ces travaux soient dégradés. C'est la raison pour laquelle je propose tout simplement qu'il y ait, effectivement, qu'on externalise, attention, qu'on externalise les contrôles sur les grands travaux. L'État ne peut pas être juge et partie. Oui. Et quand il dit l'État juge et partie, peuvent constituer une mafia. On bricole comme on peut. Comme le technicien des travaux publics voulait expliquer à la place de l'entreprise. Voilà. Le ministre l'a rabroué tout de suite. Suivez bien, monsieur. C'est important. Parce qu'on parle déjà d'un gré à gré de 18 milliards. Il faudrait qu'on externalise les contrôles, n'est-ce pas, des grands travaux au Cameroun. Il y a des cabinets d'audit. Parce que quand l'État est juge et parti, il y a un problème au Cameroun. Il ne faut pas le cacher. Il y a ce qu'on appelle les NAM au Cameroun. Les NAM qui occupaient tous les postes de responsabilité. Donc parfois même, vous pouvez vous rendre compte, prenez même le cas par exemple de la commission de passation des marchés. Vous allez voir qu'il y a que sur 5 membres qui la composent, il y a peut-être
2 ou 3 personnes qui sont de l'ENAM. Parce que l'ENAM est un des fléaux au Cameroun. Je vous en prie. Il faut battre sur le plateau. Là. Je vous en prie. Non, écoutez. Laissez-moi finir de parler. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, aller dans mon sens parce que vous enseignez à l'ENAM. Il forme les étudiants. Mais je suis désolé de le dire. Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux même de l'ENAM. L'ENAM avait été créé à l'époque. Donc c'était pour démocratiser la haute fonction publique et pour n'est-ce pas, développer le pays par la planification économique. Oui. Bon, ben, maintenant, à l'heure d'Internet, à l'heure où tout va à la vitesse grand V, on ne saurait confier l'avenir de notre jeunesse à une école qui forme des gens qui sont là pour administrer une économie rigide et rigidifiée. On ne peut plus le faire. Il faut changer de paradigme. L'ENAM aujourd'hui au Cameroun, je n'ai pas dit que tous sont mauvais, parce qu'il y a des ENAMAR qui sont de qualité, mais l'ENAM de façon globale, donc aujourd'hui au Cameroun, est devenu le symbole d'une élite qui a échoué. Alors, avant il faut le dire. Justement, après Jean-Robert, permettez que notre bus réagir. Je suis 2 secondes. Ils se sont constitués en caste au point de mettre sur pied un système malsain d'encerclement des sphères de alors c'est comme Jean-Robert. Maintenant, j'aimerais que Georges Meka, sur le plus également réagir. Georges Meka, vous avez travaillé dans des cabinets internationaux d'audit. Au moment où Jean-Robert Wafou estime qu'il faut externaliser l'audit et les missions visant à évaluer, contrôler, assurer le suivi des grands projets structurants au Cameroun, au moment où les populations, opérateurs économiques, sont confrontés à ces problèmes depuis plusieurs semaines, avec un énorme manque à gagner pour la sous-région Afrique centrale et pour le Cameroun, que faut-il faire pour résoudre ces problèmes de gestion, d'aménagement routier au Cameroun? Tout d'abord, il faudrait revenir à la vision. Depuis l'indépendance, c'est la plus grande route. Et pour moi, ce n'est pas en 2019 qu'on devait élargir cette route. Il faut avoir une prospective ambitieuse. Et ça n'a pas été fait. Cette route aurait dû être faite, l'élargissement, depuis bientôt 10 ans. Et ce ne sont pas les moyens qui ont manqué au Cameroun. Donc, la problématique de la vision, on doit cesser le saupoudrage sur nos grands axes routiers. Au-delà d'une grande route, j'espère qu'on va prévoir des ambulances en cas d'accident qui peuvent réagir très vite. Mais sur ce problème précis, ma recommandation serait de demander aux responsables d'y travailler 24 heures sur 24. On ne peut plus continuer à vouloir le développement et à laisser que des chantiers et ces engins ne soient sur le terrain que pendant 8 heures de temps. Il faudrait prescrire une loi sur les BTP, comme cela est fait dans d'autres pays, un travail 24 heures sur 24. C'est à ce prix-là que nous allons rattraper le retard et accélérer le développement. Sans cela, c'est encore une problématique qui va atteindre jusqu'en décembre. Si les moyens sont mis en place, tout à fait. Demandez à 2 ou 3 entreprises sur différents tronçons de travailler 24 heures sur 24 dans un contexte où il y a une rareté de l'emploi. Je crois qu'il y a des Camerounais qui seront recrutés pour travailler en 3 équipes de minuit à 6 heures du matin, de 6 heures à 18 heures, de 18 heures à minuit, et je pense que c'est possible. Ce chantier pose également le problème de l'autoroute Douala-Yaoundé, attendu pour pouvoir mettre un terme à ces goulots d'étranglement, ces engorgements vécus à l'entrée est de Douala. Ariel Nitedem, c'était là aussi une opportunité de pouvoir fluidifier les tronçons routiers entre Douala et Yaoundé. L'autoroute n'est pas près de s'achever. Il y a ce chantier qui est lancé depuis plusieurs mois à l'entrée est de Douala, les 2 voies d'entrée de la ville de Douala, notamment sur la côte est, qui ne sont pas accessibles pour les opérateurs économiques, pour les populations, pour les usagers. Que faut-il faire? Alors, que faut-il faire? Il faut, sur le cas d'espèce, il faut sanctionner. Ça, c'est clair, il faut sanctionner. Il y a des responsabilités. Les gens doivent être tenus pour responsables. Et de 2, j'aimerais interpeller les médias pour qu'ils suivent. Parce qu'on nous parle déjà d'un gré à gré qui doit être signé. Il faudrait bien que les médias suivent et nous disent le moment venu et attirent l'attention
de la population au cas où un gré à gré est signé. Parce que c'est un projet public, il doit être rendu public. Nous venons de signer en 2018 un code de transparence et de bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques au Cameroun. Donc ce contrat doit être rendu disponible. Et si les médias suivent et nous rendent compte, ils ne doivent pas être taxés d'antipatriotes, comme le ministre de l'AT l'a fait dernièrement. Donc j'invite les médias à faire ce travail d'investigation. Et deuxième chose, comme je l'ai dit à l'entame, il faut mettre en place, soit on remet au goût du jour cette structure qui était chargée des grands travaux, soit on rend fonctionnel celui qui existe déjà à la présidence sur le suivi des grands travaux. Donc la cellule des grands travaux qui existe à la présidence, elle doit être, n'est-ce pas, garnie, elle doit être pourvue en nombre, parce que la présidence a un pouvoir institutionnel plus élevé, plus fort que celui que le Premier ministère. Elle doit appuyer le Premier ministère au cas où, dans les cas de différence comme ce qu'on vient de constater en matière de coordination de l'action gouvernementale, si le Premier ministère n'arrive pas à le faire, comme dans le cas d'espèce, celui doit pouvoir prendre le relais et on connaît la puissance institutionnelle de la présidence. Cela dit, on ne peut pas ne pas s'indigner de la façon à laquelle le paradigme qui préside à la mise en œuvre des projets publics au Cameroun. Ça, on ne peut pas ne pas s'indigner. Vous faites bien de parler de l'autoroute Douala-Yaoundé. Quand je regarde le rapport, le bilan du président ivoirien sur 5 ans, on me parle du nombre de kilomètres d'autoroute. Alors que dans notre cas, on n'a pas de kilomètres d'autoroute du tout. On ne peut pas en parler en réalité. Alors, expo cause, voyez-vous, l'autoroute. Non, ici au Cameroun, c'est quoi? Je ne sais pas si on a une autoroute au Cameroun. Il y a un projet autoroutier qui est en cours. Justement, j'en viens. La Banque mondiale a rendu un rapport sur les coûts des travaux routiers au Cameroun. Et le kilomètre d'autoroute au Cameroun était le plus cher de toute l'Afrique. Et le paradoxe, c'est que dans le même pays, 2 projets de construction d'autoroute avaient 2 coûts au kilomètre différents. Celui de Simalène coûtait, je crois, il y a une différentiel de 3 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il y avait l'autoroute Douala-Yaoundé coûtait plus cher que l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et je veux bien comprendre pourquoi. Et cela dit, pourquoi cette autoroute Yaoundé coûte autant cher? Parce que curieusement, on a réussi à passer le marché de construction d'un ouvrage sous un modèle étude-réalisation. Et ça s'est passé au Premier ministère. Étude-réalisation, vous imaginez ce que ça veut dire. On donne à l'entreprise le loisir d'étudier et de réaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la réalisation, l'entreprise prévoit, il arrive, il avance à un niveau, il s'arrête, il y a le marécage, on n'avait pas prévu. Puisqu'il n'y a pas eu d'étude. Avenant. Oh là là. Ah oui. Et là, il définit un montant. Et il met sur la table, il attend. Alors, quand on réussit à passer ce cap, il arrive plus loin, il trouve, il y a un montant, il y a un talus, on n'avait pas prévu. Avenant. Voilà pourquoi la réalisation de l'autoroute Douala-Yaoundé piétine, et pourquoi c'est l'autoroute qui coûte la plus cher en Afrique, parce qu'on a passé sur le modèle étude-réalisation. Alors que de façon standard, orthodoxe, on étudie d'abord, on rend un cahier des charges et on tient l'entreprise responsable de la mise en œuvre du cahier des charges. Mais pour le cas d'espèce, on a signé un chèque en blanc à l'entreprise chinoise. Ce modèle étude-réalisation, c'est un chèque en blanc. C'est une autre aberration. Et c'est pour ça que ça prend tout le temps pour réaliser cette autoroute. Ailleurs, 5 km d'autoroute, ça se fait en quelques années. Nous sommes à 5 km d'autoroute. Ça a commencé en 2014. En 2019, les 100 km, 100 premiers kilomètres ne sont pas achevés. Alors justement, juste une seconde. Je vais vous dire une chose. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème d'appréciation, c'est-à-dire que de ce qui se passe de façon globale. Dans des pays qui n'ont pas suffisamment d'argent, où l'État n'a pas suffisamment d'argent, on procède par un type de partenariat public-privé. On peut bien donc, faire la construction de ces routes ou la réhabilitation par un système de BOT. Tout à fait, BOT. Opérer en transfert. On dit, OK, voici un tronçon que nous voulons faire. L'État n'a pas assez d'argent. Qui veut le faire? Il construit, c'est-à-dire, et puis il exploite, et à un certain moment donné, c'est-à-dire que sur la base d'une durée existante contractuelle, ouais. Il transfère à l'État. Ce qui fait que l'argent que l'État devait mettre pour ces routes, l'argent dont l'État fait autre chose avec. Et puis,
Il y a aussi un scandale, M. Sédric Noufélé. Et ça, notre candidat à la présidentielle l'avait martelé. Mais les gens n'ont pas voulu comprendre. C'était la préférence nationale. C'était la préférence nationale. Monsieur Nitedem. Et c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire qu'il y a eu des débats, c'est-à-dire que cette présidentielle, au cours de cette présidentielle, on n'est pas allé dans les programmes des candidats. Parce que, voyez-vous, il y a la préférence nationale. Nous avons, par exemple, nous nous rappelons de ce que, quand la route, quand cette autoroute s'est coupée du côté du pont de Magnaï, ce qui a poussé les gens à aller prendre Camra où il y a eu un accident ferroviaire. Quelle est l'entreprise qui avait réhabilité ce pont? C'était une entreprise camerounaise, c'était Roudaf. Et je vous rappelle que la réhabilitation est plus difficile que la construction. Tous les ingénieurs de travaux publics vous le font. Alors, justement, pas confier Jean-Robert, à des entreprises je vous en prie, Jean-Robert, au moment où vous parlez de préférence nationale, il y a une pétition qui a été lancée par Bernard Djangan pour consommer camerounais, lui qui dénonce le fait que de nombreuses tonnes de riz camerounais sont abandonnées dans les usines de stockage à l'extrême nord du Cameroun, au moment où le Cameroun, lui, importe plusieurs centaines de mille de tonnes importées des pays d'Asie, et cela pose un problème de la non-consommation de la production locale. Avec vous, Georges Meka à Beuselot, sur ce problème du riz camerounais, avec une balance commerciale déficitaire et ces images du riz camerounais stocké dans des usines non distribuées sur le marché camerounais ou pilule des riz importés. Quelle est votre analyse de cette situation? J'ai lu le communiqué du directeur général de la SEMRI qui a expliqué en partie la problématique. C'est du riz paddy, c'est-à-dire du riz non décortiqué. Et qu'en 2017, justement, l'État du Cameroun a doté de plusieurs milliards pour l'acquisition de 2 décortiqueuses, dont une à Yagua est déjà en opération, décortique 5 tonnes, je pense, par heure, et celle de Maga n'est pas encore opérationnelle, qui explique donc qu'il y a des stocks qui ne peuvent pas être vendus, étant donné que nous ne consommons pas le riz non décortiqué, qui explique donc qu'il y a beaucoup de stocks. Mais c'est également une problématique de préférence nationale. Les consommateurs préfèrent la variété de riz parfumé, de riz jasmin, de riz basmati, qui ne sont pas produits justement au Cameroun. Est-ce que cette préférence n'est pas liée au fait de l'absence sur le marché de ce riz produit localement, de pouvoir le distinguer des autres riz venant des pays asiatiques? Il y a d'abord eu un problème. Dès les indépendances, le riz produit à Yagua était moins compétitif en termes de prix. Nos coûts étaient plus élevés. Nous n'avions pas suffisamment d'espace cultivable de riz. Ce n'est que ces 5 dernières années que la SEMRI a prévu une extension de 10 000 hectares. Donc, dégager des économies d'échelle était donc difficile de vendre en termes de rentabilité pour une société comme SEMRI, de vendre un riz beaucoup plus cher, alors que le riz thaïlandais, qui sont le grenier du monde, est plus disponible sur le marché, subventionné également, revient moins cher même à la sortie de la douane camerounaise, et qui est peut-être de meilleure qualité ou d'un goût beaucoup plus appréciable au papilles gustatives des Camerounais, ne permettait pas à nos importateurs ou à nos vendeurs de le prendre. Et c'est la même chose qu'il y a dans le blé. Aujourd'hui, nous ne nous séparons pas du pain de boulangerie alors que nous ne produisons pas de blé. Donc, il y a comme solution, justement, et la SEMRI, je crois, fait de grands efforts pour mettre en culture plusieurs hectares de riz, mais il y a quand même une difficulté sur le plan national. Nous ne savons pas reconnaître le riz SEMRI. Eux-mêmes l'ont dit dans leur communiqué qu'il n'est que disponible pour le moment dans les 3 régions septentrionales. Voilà, donc il n'est pas disponible à Douala, reconnaissons-le. Il n'est pas disponible à Yaoundé et dans d'autres grandes villes de consommation. Mais il y a une prise de conscience au niveau étatique qu'il faut réduire le déficit de la balance
agricole et commercial. Alors, Ariel Nietedem, le commerce extérieur avec un déficit de la balance commerciale qui se situe à plus de 1292 milliards de francs CFA. Le Cameroun a importé en 2018 près de 500 000 tonnes de riz pour une valeur de près de 140 milliards de francs CFA. Pourtant, on produit moins de 100 000 tonnes sur le plan local, mais ces 100 000 tonnes ne sont pas absorbées par le marché local, selon l'alerte donnée par Bernard Ndjongan. Quel est le problème? Oui, le problème, il est connu. Et le problème est au cœur de la politique économique camerounaise. Si nous avons une crise de devises aujourd'hui, c'est dû en partie à cela. Si nous avons le FMI avec nous aujourd'hui, c'est dû en partie à cela. Vous savez, le FMI est là à cause, n'est-ce pas, du déficit budgétaire qui était devenu galopant. Il est là à cause de la faible couverture des importations, justement. Le compte de réserve qui s'est amenuisé de façon drastique. Et justement, on importe des produits qu'on aurait pu, excusez pour la tautologie, produits localement. Le Premier ministre, cette fois-là, a fait un bon travail. Dans le cadre d'une réunion de cabinet, a instruit le ministre de l'Agriculture de faire quelque chose pour inverser la balance commerciale. L'instruction a été donnée, mais cette instruction tarde à produire des résultats. Mais ça fait de nombreuses années que le gouvernement a prévu de développer une filière riz au Cameroun dans le cadre des projets visant à doper l'agriculture, de passer à une agriculture de deuxième génération. Que sont devenus tous ces projets qui ont été plusieurs fois annoncés? Alors, une fois de plus, le travail que Ndjonga fait, Ndjonga Bernard, le président Ndjonga, c'est le travail que le ministre de l'Agriculture aurait dû faire. Ça, il faut le dire clairement. Les ministres camerounais doivent apprendre à prendre leurs responsabilités en main. Être proactif. Être proactif au lieu d'être réactif. Tout à fait. Et il est là depuis quoi? Le ministre est là depuis janvier. On est au 8e mois. On n'a pas vu une action phare. Par contre, j'aime à revenir. Nous importons l'huile de palme du Gabon. Vous imaginez? Le Gabon qui a un potentiel 10 fois plus faible que le nôtre. Nous importons l'huile de palme du Gabon. Nous avons des problèmes avec la filière café qui a complètement disparu. Allez à l'ouest, les populations désertes. Pourquoi on a beaucoup de jeunes qui font les benskins ici? Pourquoi Yaoundé est engorgé? Parce que les jeunes ne peuvent plus être retenus en zone rurale. On a mis en place des politiques publiques qui ne permettent plus de maintenir les jeunes en zone rurale. Ils sont obligés de venir en ville, d'engorger la ville, et les maires se plaignent, et les délégués de gouvernement se plaignent. Alors que on aurait pu mettre l'accent. Pourtant, dans nos instruments de planification stratégique, l'accent est mis sur le développement agricole. On parle d'agriculture de seconde génération. Et pour le cas d'espèce, une fois de plus, c'est une aberration qu'on est cela, parce qu'on a des solutions à portée de la main. Mon ami Abé il dit qu'au début des années 60, on avait un problème de compétitivité. On l'a aujourd'hui. Le problème de la production locale du riz, ce n'est pas un problème de qualité, ce n'est pas un problème de goût. C'est un problème de compétitivité. Ce riz n'est pas compétitif sur le marché camerounais. D'où vient-il que le lait qui vient de Thaïlande, le riz qui vient de Thaïlande soit plus compétitif que le riz produit localement? Il n'y a pas de raison. Les Thaïlandais ne sont pas plus intelligents que nous, ils n'ont pas plus de moyens que nous. Ils subventionnent là-bas. Ces produits sur place sont subventionnés. C'est pour ça qu'en transportant pour le Cameroun, en payant les frais de transport et en payant les frais de douane, c'est toujours plus compétitif. C'est ce qu'on devait faire. Je peux vous donner un élément pour étayer ce que je viens de dire. Le sac d'engrais coûte dans les 20 000 francs à Yagoua, alors qu'il coûte 8 000 à Douala. Pourquoi il coûte? Et quand il coûte 20 000, il grève les coûts de production. Et du coup, le riz n'est plus compétitif sur nos marchés. Et on a une population qui a un pouvoir d'achat très faible. Et la grande partie de notre population consomme le riz avec un pouvoir d'achat faible. On ne peut pas leur demander d'acheter ce riz. C'est un riz élitiste. C'est un riz pour grand, pour ceux qui gagnent beaucoup. Donc, alors, il y a des solutions très simples. Et ce que Ndjonga est en train de faire, enfin Ndjonga est en train d'aider le gouvernement, si on a bien compris. Parce que, oui, je vais vous expliquer pourquoi. En demandant qu'on institue un quota, parce qu'il demande qu'on institue un quota aux importateurs de riz. Si vous importez 10 kg de riz, on vous impose d'en acheter 2 ou 3 du riz local. Quel est l'enjeu? Alors l'enjeu ici, c'est quoi? C'est de désengorger, n'est-ce pas, ces magasins. Parce que les magasins de Yagoua et de Maga sont pleins. Pourtant, il y a la production qui arrive.
Ils ne peuvent plus en prendre, les planteurs seront coincés. Mais le riz de Yagouan n'est pas décortiqué. Non, il y a des décortiquants qui ont été acquis. On en a acheté. Ce n'est pas encore installé. Le stock de 160 000, je peux vous dire, si on ne vend pas ce riz, la CENI ne pourra plus acheter des riz des planteurs. Donc, il faut bien qu'on puisse vendre pour que ça libère de l'espace. Oui, il faut déjà qu'on décortique et puis qu'on vend. Voilà. Il y a un problème de vente. En fait, la pétition de Njonga veut associer... On ne décortique pas parce qu'on ne vend pas. C'est ça justement la problématique. Oui, on ne décortique parce qu'on ne vend pas. Attendez que je développe, s'il vous plaît. Je vous en prie, permettez à les magasins sur vous. Je veux dire, la pétition que Njonga lance va amener les opérateurs comme les importateurs. Je vous en prie, Ariel Nitedem à la parole. Les importateurs à aider à la subvention de la production du riz local. Tout à fait. Parce qu'en fait, en achetant un riz plus cher que ce qu'ils auraient dû, ils vont soit carrément diminuer leur marge bénéficiaire, soit ne pas avoir de marge bénéficiaire du tout. Et ce manque à gagner, c'est leur contribution au financement de cette production. Donc là, l'État ne va plus être le seul à subventionner, mais les importateurs vont financer aussi, vont subventionner cette production. C'est pour ça que cette pétition, il faut s'en féliciter, que cet acteur... je crois que c'est un acteur politique, c'est un ingénieur agronome, cet expert a entrepris 2018, 561 212 tonnes de riz importées pour une valeur de 144 milliards de francs CFA. Avec vous, Robert Mottet-Ambassa, il faut promouvoir, le gouvernement l'a plusieurs fois dit, la consommation des produits locaux. Et pourtant, dans la réalité, illustration avec le riz, ce n'est pas ce que vivent les Camerounais au quotidien, qui ont du mal à pouvoir accéder à ce riz camerounais. La CEMRI l'a reconnu en estimant qu'elle est encore dans des démarches pour pouvoir distribuer le riz à Yaoundé. Pourtant, l'on sait qu'au Cameroun, les points de distribution de consommation les plus importants sont les principales villes de Yaoundé et Douala. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Mon analyse est très simple. Je pense qu'il y a une grosse incompétence caractérisée du management et puis doublée d'une absence de politique de marketing. Parce que voilà une entreprise qui a été créée en 1971. Cette entreprise a 48 ans. Comment en 48 ans vous n'êtes que dans 3 régions sur 10? Le précédent DG, pas l'actuel, l'actuel là depuis 1 an. Le précédent DG a mis 12 ans. Il laisse une ardoise, le personnel n'est pas payé. Vous avez suivi le communiqué du nouveau DG qu'il a depuis 1 an. Il est comme s'il était dans un coma profond. C'est cette histoire de Bernard Zonga qu'il a éveillé. Et il a fait un communiqué où il s'est fait du mal tout seul. Parce que c'est comme si son objectif, c'est de pouvoir payer son personnel qui n'arrive pas à être payé. Et de l'autre côté, s'il y a des Camerounais qui veulent aider à faire passer la production de son riz sur le marché, il est preneur. Mais c'est pas ça les objectifs. En 48 ans quand même, nous avons des entreprises familiales comme Congelcam, qui est dans les 360 arrondissements du Cameroun. Cette entreprise devait avoir un dépôt partout, dans tous les arrondissements, pour vendre son produit. Et maintenant, comme il a dit le docteur Dietedem, l'État ne doit pas subventionner cette entreprise seule, ça fait partie des propositions de solution. C'est que le ministère du Commerce doit imposer à tout importateur de riz de prendre peut-être 10 ou 20 ou 30% du riz local. C'est-à-dire, s'il veut 100 tonnes de riz importé, il doit prendre 30 tonnes à Saint-Brieuc. Ça va permettre que ces gens qui ont déjà des réseaux de distribution pourront distribuer ce riz de Saint-Brieuc à travers. Et puis, quand le riz de Saint-Brieuc est un peu plus cher, peut-être que celui importé, parce que celui importé est subventionné, évidemment, ça sera leur contribution au développement du Cameroun. Parce qu'ils gagnent toujours de l'argent. Au lieu de gagner peut-être 100 milliards de bénéfices, il aura peut-être 70 milliards. Ce n'est pas bon. Mais quelle est la responsabilité du gouvernement dans l'amélioration de la production de riz? Il y a des produits alimentaires où le Cameroun a des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays dans le monde, mais l'on voit que la production locale est insuffisante pour répondre à la demande locale. Même ce riz-là, ce riz camerounais-là, vous voyez comme un riz parfumé. Ce n'est pas un parfum qu'on verse dans du riz, c'est la senteur du sol du Thaïlande. La senteur du sol chez nous, au Cameroun, est meilleure que la senteur de Thaïlande. C'est un riz nettement meilleur. Donc je pense que le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture
Et les responsables de l'entreprise doivent vraiment s'asseoir et donner des orientations dans le sens où ce riz doit être consommé. C'est un très bon riz. Moi, j'ai eu l'occasion de consommer ce riz. J'ai demandé c'est quel riz. On m'a dit que c'est un riz. Moi, je le préfère de loin au riz qui est importé, qui est décortiqué, qui est importé. Donc, je pense que cette histoire, c'est que le pays est dans une situation où les gens ont mis trop long dans certaines positions, se sont sclérosés, ne sont plus productifs, ne sont plus proactifs, et du coup, ils deviennent contre-productifs. Et je pense que le tsunami, c'est pour bientôt. Jean-Robert Wafo, sur l'action gouvernementale visant à promouvoir les produits agroalimentaires locaux. Messieurs, je vous en prie. Jean-Robert Wafo, sur l'enjeu de la promotion du Made in Cameroun. Le gouvernement en parle plusieurs fois, mais là, dans l'agroalimentaire, on constate qu'il y a toujours une préférence pour les produits alimentaires importés, négligeant de fait la production locale et la transformation de nos produits agricoles. Effectivement, cette préoccupation a fait l'objet d'un des sujets à l'ordre du jour du NEC qui s'est tenu hier. Et nous avons tous constaté, je veux dire, le SDF a dénoncé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. On a appelé ça un scandale. C'est un scandale dans la mesure où, évidemment, on ne comprend pas pourquoi jusqu'ici, n'est-ce pas, le gouvernement de la République refuse de privilégier la production locale, pas seulement dans l'agriculture, mais ainsi que dans les commandes publiques. Il faut une préférence nationale. Et puis bon, maintenant, dans les mécanismes. Mais écoutez, on a parlé d'espoir de la subvention. Oui, il faut la subvention comme on le fait ailleurs. On peut faire, par exemple, une subvention. Et la première des choses, c'est par exemple d'augmenter le budget du ministère de l'Agriculture. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est signataire des accords de Maputo de 2007, qui recommandait, 2007, ça fait 12 ans, qui recommandait, n'est-ce pas, aux États partis, de consacrer au minimum 10% de leur budget national au secteur de l'agriculture. Nous avons 5200 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de budget. Donc, on aurait dû consacrer au minimum 520 milliards, mais nous sommes, je crois, c'est à peine 200 milliards de francs CFA. Or, si on avait respecté cette directive, c'est-à-dire que relativement à cet accord qui avait été signé par le Cameroun, avec ce reliquat, ou alors avec ce surplus, on aurait pu, n'est-ce pas, facilement subventionner pas seulement les intrants, mais également ces entreprises, et même donc on aurait pu réduire les coûts. Parce que en termes de coûts, il y a également le transport. Or, quand vous regardez très bien dans le Grand Nord, le transport, quand vous prenez la route Maroua-Kousseri, c'est la catastrophe. Quand vous prenez Gaoundéré, c'est la catastrophe. C'est la raison pour laquelle le SDF a mentionné, dans ses résolutions, qu'on déclare, n'est-ce pas, l'état dégradé de nos routes en situation. Donc on les déclare état de catastrophe nationale. Parce que c'est urgent, il faut qu'on le fasse, il faut que tout le monde s'imprègne. Et d'ailleurs, nos parlementaires vont certainement initier une commission d'enquête parlementaire, n'est-ce pas, sur ce scandale du riz, tout comme ils vont initier une commission d'enquête parlementaire sur ce scandale, n'est-ce pas, de la pénétrante Est, ainsi que sur toutes les routes nationales et régionales et départementales, parce que c'est extrêmement important. Il faut qu'on sache exactement de quoi ça retourne, et ça, je dis, ils sont dans leur rôle. Et si le gouvernement de la République, si la majorité obèse du RDPC ferme les yeux, refuse, je vous en prie, refuse d'accéder à cette demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire, eh bien, les conséquences risqueront d'être malheureusement comme celles qu'on a observées dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a la crise sécuritaire, la crise socio-politique et la crise économique. Le gouvernement peut-il répondre à toutes ces exigences de subvention des filières agroalimentaires pour les rendre plus compétitives, de l'amélioration de la stratégie commerciale visant à promouvoir les produits